Donc on va parler couverts végétaux et optimiser la couverture de ces sols. On ne parlera pas beaucoup d'avantages législation parce que je pense que beaucoup d'entre vous êtes bien en fait de tout ça. Et on parlera un petit peu de quelques adaptations en bio et quelques essais qu'on a en cours là-dessus. Donc il y a quelques-uns qui ont plus d'expérience aussi là-dessus. Donc n'hésitez pas aussi à le dire et puis à en faire profiter à tout le monde aussi. Donc ça c'est un petit peu le plan. Donc niveau de législation, je ne sais pas si c'est un peu OK pour tout le monde, même niveau PGDA et tout ça, niveau pourcentage de légumineuses dans les couverts, ça va pour tout le monde ou il faut revenir un peu là-dessus? Ouais, avant c'était 50% par rapport au poids de semence et maintenant c'est 50% par rapport au poids de chaque. La dose en plein. Donc les doses sont mises sur le PGDA et donc maintenant ça permet de mettre plus de légumineuses. Par exemple, avant pour les févroles, on ne savait pas en mettre févrole moutarde par exemple, on ne savait mettre que 5 kg de févrole alors qu'il aurait fallu en mettre 10 fois plus, quoi. Donc ça c'est adapté un petit peu plus, mais on ne sait toujours pas dépasser 50% par rapport au mélange, quoi. 50% de légumineuses par rapport à dose en pure. Bon, ça, niveau éco-régime, je pense que maintenant tout le monde commence à connaître un petit peu aussi. Il y a un petit peu ces sols, mais voilà, vous commencez à connaître aussi, on a beaucoup discuté. Oui, par contre, les éco-régimes couverture longue de sol, Ouais. parce qu'ici j'ai eu une copie de documents qui étaient revenus en plus à remplir. Est-ce qu'ils vont encore avoir des séances d'information là-dessus? Tu as des infos là-dessus? Couverture longue, non. MAC sol. Quoi? MAC sol. Oui, MAC sol. Il y a. Oui, ça c'est fait, mais j'ai encore reçu le document supplémentaire par champ où il y a des trucs à remplir et tout. Ouais. Voilà, j'ai pas plus d'informations. Les trucs à remplir sur tes pratiques? Oui, sur les pratiques, je suppose. J'ai pas plus d'informations non plus. Tu sais de transférer le document c'est un document, c'est issu de la déclaration, quoi. Oui, qui est dans la déclaration, oui. Ouais. Ben là, le protocole pour la MSSL est en cours d'élaboration. Il sera disponible d'ici, on en saura plus d'ici 10-15 jours, début juin, pour que les demandes au labo d'analyse soient faites entre le 15 juin et le 15 juillet. La procédure exacte est encore l'encodage dans Requacarto doit déjà être fait. Non, c'est encodage dans Requacarto qui doit être fait entre le 15 juin et le 15 juillet. Ce que vous avez dû faire, c'est la validation, enfin l'engagement dans la pour le moment, non. Oui, c'est un registre d'exploitation qu'ils ont donné par champ. Tu as un Word quoi, ou un Word, où il y a noté le nom de la parcelle, le numéro de la parcelle, si elle est primable, la surface qu'elle fait, et que tu l'as engagée pour la NR14. Et donc, culture principale qui était à ce moment-là, et alors la date de semis, la date de récolte, et alors le nom commercial, et alors toutes les interventions qu'il faut faire, que tu as fait, herbicide, fongicide, insecticide. Ça, il faut remplir tout ça. Ça me paraît bizarre, mais Si tu as un tableau, tu fais ça, ça autant de kilos de kilos. Tu ne dépasses certainement, tu as autant de prix. Voilà. Mais ici, tout le paquetage en jeu, c'est quand même
Ben, chez toi, pour moi, ça Mais c'est peut-être pas spécifique à cette mesure-là que si on peut utiliser ce mot-là, c'est peut-être pas le meilleur des mots, mais l'amateurisme, c'est peut-être pas spécifique à ça que je peux utiliser. Enfin, je suis désolé, d'une manière générale, c'est comment ça a été fait. On vote la loi pour qu'elle Ouais, on va voir rentre. comment on le fait. Ouais. Bon, ça marche. On va continuer du coup un peu le déroulé de la présentation. Donc, déjà, pourquoi implanter des couverts et avoir des développements qui soient le plus grand possible? La réglementation, c'est une chose, mais ça a aussi un côté agronomique qui est super important. C'est un peu la base au niveau de la fertilité des sols. Et nous, on aime bien aussi présenter pardon, ce qu'on appelle le volant d'autofertilité. Je ne sais pas si ça parle un peu à tout le monde. C'est un peu, on va dire un concept théorique, mais voilà, qui nous permet d'aller vers plus de fertilité dans les sols et voilà, avoir aussi un effet sur l'exploitation. Et en fait, ça passe beaucoup par l'alimentation du sol. Si on nourrit pas le sol, voilà, on peut pas avoir de fertilité. Et ça passe par les couverts végétaux, par les fumiers, tout ce qui va être résidus frais, le plus diversifié possible si on peut. Si on a des fumiers et des couverts, c'est encore mieux. Il faut voir ça un peu comme un rumen voilà, c'est un peu un être vivant qu'il faut nourrir. Et donc, au plus il y a de diversité, au mieux ça va être. Ça ira plus vite en tout cas. Et donc tout ça va avoir un effet de développement de la vie du sol dans un premier temps. Les vers de terre et tout ça, les vers de terre, c'est ce qu'on voit dans un premier lieu, mais il y a aussi les champignons, des bactéries et des détritivores qui vont aussi décomposer toutes les matières organiques plus rapidement, et les couverts entre autres, et qui vont rendre aussi des services qu'on dit un peu gratuitement, mais c'est tout ce qui va être création de galeries, agrégats, et donc en ce moment avec tout l'eau qui tombe, si plus on a de galeries, au plus on est aussi résilient par rapport à ce genre de choses, et aussi les éléments nutritifs, plus il y a de matière organique, plus il y a d'azote qui est aussi libéré tous les ans avec la minéralisation, qu'on ne doit pas apporter. Et donc ça, c'est aussi grâce beaucoup à la porosité, et ça va oxygéner le sol, et voilà, les racines ont aussi besoin d'oxygène. Donc c'est un service rendu gratuitement grâce à ça, et ça a un effet pour but à la fin d'améliorer la santé des plantes, et qui aura un effet aussi sur l'exploitation avec l'augmentation des marges, ici du rendement, mais le rendement pas forcément. C'est plutôt au niveau des marges qu'on aura un impact, parce que plus il y a de fertilité, moins on doit apporter aussi des matières autres, de l'azote ou ce genre de choses. Et donc voilà, c'est plutôt par la diminution des charges, aussi charges de mécanisation, parce que plus il y a de fertilité, plus les sols sont aussi entre guillemets résilients, et moins on doit les travailler. Moins il y a besoin de les travailler en fait. Et donc ça commence vraiment par les couverts végétaux et par l'alimentation du sol. Donc c'est pour ça que on dit souvent que les couverts ont un rôle pilier de la santé des sols, mais c'est en grande partie à cause de ça, quoi. Enfin grâce à ça. On va passer un peu rapidement sur les avantages parce qu'on n'a pas forcément le temps, et je pense que vous êtes un peu au fait de tout ça aussi. On parlait structure du sol et porosité, mais les couverts ont aussi un rôle hyper important là-dessus, et notamment des systèmes racinaires pivotants, donc de tout ce qui est crucifères, févroles, et aussi parfois des graminées qui aussi ont un pouvoir structurant assez élevé quand même. Et donc ça, il y a quelques études qui commencent à le prouver de façon scientifique, quoi. Et c'est plutôt éviter d'avoir ce genre de structure-là, et plutôt, voilà, quand les couverts ne feront pas aussi toute la structure du sol, c'est pas eux qui en un an vont améliorer non plus. Et donc quand vous voyez qu'il y a des structures comme ça, ici c'est si les racines sont comme ça sur les bords des agrégats, c'est qu'elles n'ont pas réussi à aller à l'intérieur, et donc c'est que le sol est trop compact, tout simplement. Et quand vous avez des radis chinois qui sont comme ça, c'est qu'il y a une zone qui est beaucoup plus compacte. Et donc dans ce genre de situation, peut-être qu'un décompactage ou un travail du sol pourrait améliorer les choses, quoi. Il faut sortir de l'idée reçue que les couverts ont une propriété forte de structuration du sol, Ouais. ou de régénération d'un sol qui est compacté, qui a des problèmes de structure. On le voit sur le radis là, la racine a besoin
besoin d'une ouverture quelque part, une fissure, une gravité de terre, et elle va la chercher, elle va faire un angle pour y arriver. Mais par contre, ils ont des grands pouvoirs d'éclatement. Ils sont capables de grossir, comme les racines d'un arbre sur un trottoir, on voit très bien. Donc il y a besoin d'abord d'une porosité, d'une activité biologique ou de son climatique ou mécanique pour que les racines pénètrent. Et puis ce sont ces racines-là qui vont parfois agrandir la porosité ou la stabiliser par tout le cheveu racinaire. Quoi. Mais le terme radistructurateur est très mal choisi. Ouais. On voit là, il ne structure pas grand-chose quand il est comme ça. Oui, là, il structure pas. Ben, c'est là que la vue du sol est aussi importante. Plus il y a de vue du sol, plus il y a de galeries et il passe dans les galeries. Et donc, comme Laurent le disait, après ça vient éclater. C'est comme ça que c'est un peu un rôle, mais sur plusieurs années. Quoi. Et voilà, ça a aussi une petite tendance sur l'infiltration de l'eau. Mais voilà. Un autre avantage, c'est aussi la fixation naturelle d'azote. Dans les systèmes notamment bio, où c'est un peu l'azote qui manque, et même en conventionnel, où la volatilité du prix de l'azote commence à se faire sentir aussi. Donc si on sait le produire dans les intercultures, c'est entre guillemets tout gagné. Mais donc voilà, quand on sait produire de ces légumineuses comme ça, on parle de 10 à 60 unités qui sont disponibles pour la culture d'après. Souvent c'est 30 unités en moyenne, mais dans des couverts de légumineuses assez développés, parfois on en a cette année où c'était la veste velue, on restitue 50 unités directement pour la culture. Quoi. Donc ça peut avoir des avantages quand même non négligeables. La réflexion de temps midi, c'était justement typiquement ce genre d'effet qui ne se retrouve pas dans les comptabilités de gestion. Non. Elle se retrouve dans le prix des semences de couvert investies, mais tous les arrière-effets sur plusieurs années derrière, typiquement, c'est pas visible en fait. C'est pour ça qu'on préfère en reparler parce que. Ici, on parle de 10 à 60 unités qui sont disponibles pour la culture d'après, mais ça agit un peu comme un fumier. Donc, pendant 2 ou 3 années, il y a peut-être 10-20 unités qui vont être disponibles aussi. Et donc, refaire des couverts tous les ans, c'est profiter aussi de ces 10-20. Donc, 10-20 plus 30, ça commence à faire 50, plus peut-être 20 autres de l'année d'avant, on est à 70. Voilà, ça commence à causer. Quoi. Et éviter des pertes de l'azote. Et éviter des pertes d'azote aussi. Ouais. Qui restent en haut et qu'on utilise là où il y a après. Et qui sont recyclés. Quoi. Donc un des gros avantages qu'on ne parle pas souvent, mais qui est quand même pas négligeable. D'où l'avantage de mettre le plus possible de légumineuses dans vos couverts. Bon, l'avantage sur la vie du sol, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas forcément y revenir. Ça a aussi un gros avantage sur c'est son bilan chimique, quand on parle de matière organique. Malheureusement, les couverts, les cultures à forte valeur ajoutée ne sont pas celles qui nous rapportent forcément le plus de carbone. Donc voilà, il faut toujours voir aussi au niveau agronomique. Mais là où ça peut être intéressant, c'est qu'ici, la barre en pointillé, ça représente un petit peu la perte de carbone que vous avez naturellement tous les ans par la minéralisation. Et donc tout ce qui est au-dessus, ça veut dire qu'on amène plus de carbone que ce qu'on en consomme. Et tout ce qui est en dessous, en fait, on déstocke du carbone, si vous voulez. Ici, on en stocke. Il faut voir ça sur la rotation. Il ne faut pas voir ça seulement sur une culture. Mais ça permet de donner un peu un ordre d'idée. Et donc, par exemple, ici, c'est une betterave à 70 tonnes par hectare. Mais on est plutôt en dessous de cette courbe de minéralisation. Mais si on vient faire un couvert, ici, c'est un couvert de moutarde de 2 tonnes de matière sèche, donc, voilà, qui peut être presque doublé. De 2 tonnes, on sait faire facilement plus. En fait, on vient mettre cette barre ici au-dessus de la betterave. Et donc, on passe d'une culture qui déstocke du carbone à une culture qui stocke du carbone grâce au couvert. Quoi. Donc, le couvert et même sur une pomme de terre, on vient peut-être pas stocker du carbone, mais en tout cas, on diminue l'impact de la pomme de terre sur son bilan chimique. Quoi. Le maïs, c'est le maïs durable parce qu'une bonne partie est revenue au sol et le blé, c'est aussi un blé torturé. Pardon, c'est noté en dessous. Ici, c'est blé paille restitué et ici, c'est un blé paille exporté. Et donc, même le blé, après, ici, le fumier ne rentre pas en jeu. Donc, ici, on exporte la paille, mais souvent, à part si on vend sa paille, mais dans le cas d'un échange paille-fumier, par exemple, ici on est en dessous, mais si on ramène assez de fumier par rapport à l'exportation, le bilan peut s'équilibrer aussi. Quoi.
Et alors, il y a aussi le maïs grain et maïs en silage. Le maïs en silage, il reste plus grand-chose, des petits chaumes et des racines. Donc, bon, souvent, maïs en silage, on a un peu d'élevage, donc on peut compenser avec du fumier. Mais voilà. En lin fibre, par exemple, l'année passée, j'avais fait un essai. Ouais, Sur une partie de ma parcelle, j'avais laissé juste les repousses de lin. ouais. Et sur une autre partie, j'avais mis un couvert avec du tournesol, de la moutarde, enfin, deux, trois petites choses. Et j'avais mesuré, je gagnais 3 tonnes de matière sèche à l'hectare, je pense, par rapport à là où j'avais rien mis. Pas de couvert. Par rapport aux repousses de lin, quoi. Ouais, juste les Ouais. repousses de lin, j'avais 1 tonne de matière sèche à l'hectare. Et Ouais. l'autre, j'avais 4 tonnes de matière sèche à l'hectare. Ouais. Et pour par exemple un colza, après un colza, ça vaut la peine d'essayer de semer encore un truc concret? Parce que colza, quand on voit le champ après, c'est un tapis vert, quoi. Bah, colza, l'avantage du colza, c'est quand on fait du colza associé, on sait facilement mettre du trèfle blanc. Oui, Qui- d'accord. Une fois qu'on l'a récolté, Ouais. est-ce qu'on devrait encore essayer de forcer ou essayer de mettre encore un truc dedans? Ça dépend de la culture qui vient après, forcément. Si c'est pour semer un blé, non. Les repousses de colza et ton trèfle suffira sûrement. Après, si c'est plus long, ça se réfléchit aussi économiquement. Parce que moi j'ai déjà essayé de forcer, j'ai une année où ça a très bien réussi, d'ailleurs vous êtes venu faire Ouais. des pesées là. Mhm. C'était quoi? C'était 6 tonnes là, de matière sèche Ouais, c'était en ça. plus, Ouais, ouais. et très diversifiée. Ouais. L'année passée j'ai dit bah, on va réessayer, mais là la pluie elle est tombée un peu avant, j'étais un tout petit peu trop tard pour semer. Ouais. Et là je n'ai eu que du colza et la seule chose qui a encore un peu survécu c'est un peu les vesses et les pois fourragers. Ceux-là, ils ont encore, on les voit encore de temps en temps. Et tout le reste, pas la peine. Souvent, s'il n'y a que des légumineuses qui prennent au-dessus, c'est qu'il y a peut-être un manque d'azote. Souvent, après colza, le colza consomme pas mal. Et donc, ouais. Pas le colza, lui, il pompe. Ah oui, 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 mais il en reste plus beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'une légumineuse après colza, c'est quand même assez intéressant. Repousse de colza plus un trèfle blanc qui s'implante très très bien dans les colzas, c'est souvent suffisant, quoi. Ça permet de limiter, de sécuriser un peu l'implantation des couverts, quoi, après. Et garder un peu le champ propre aussi, parce que Et garder le champ propre. des Ouais. trous dans le colza. Ouais. Mais après colza, s'il y a pas de trèfle blanc, oui, un couvert se sème facilement. Bon, c'est suivant les années, il faut savoir le semer le plus tôt possible, mais c'est pas toujours facile. Ouais. Ça, C'est ça aussi que la biomasse des couverts est aussi dépendant des années. Il y a des années comme l'année passée où on sait faire de très beaux couverts et des années très secs où ça se développe assez tardivement. Si on fait 2-3 tonnes, ça peut être beau, quoi. Donc c'est ça aussi que niveau bilan chimique, il ne faut pas non plus reposer toute sa stratégie sur les couverts, quoi. Ce graphe-là, il est intéressant, notamment avec les discussions qu'on a eues ce matin ou juste là à l'instant. C'est que si on regarde que le côté économique, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir tendance à mettre beaucoup des cultures qui sont à droite du tableau. La pomme de terre, on voit qu'elle est par exemple bien à droite en termes de bilan unique. Et que des mesures comme la MLC Sol qui arrive va permettre de compenser un petit peu les agriculteurs qui auraient fait le choix de culture peut-être mieux pour la vie du sol souvent ou l'environnement au sens large, mais d'avoir quand même un peu de plus-value financière d'avoir fait ces choix-là en termes de rotation. Donc dans le bilan économique, à un moment, ça va rentrer en compte significativement parce qu'en effet, on peut parler de 5 ou 6 000 euros hectares pour des fermes qui sont. et compenser aussi tout le travail qu'ils ont déjà fait auparavant. Aussi, ouais. Et aussi, ouais. C'est ça par rapport à la Flandre, là on regarde d'année en année et s'il y en a encore des petits malins, ils ont encore une double structure, donc on met tout ce qui est côté droit du tableau sur l'une structure et tout ce qui est côté gauche du tableau sur l'autre structure et comme ça on maximalise quand même. Voilà. Ben oui, c'est toujours le compromis qui n'est pas facile à trouver, quoi. Oui, notre historique, n'est-ce pas? Donc, de temps en temps, un petit complément, ça me fait bien. Il y a des ailes qui volent.
Un des autres gros avantages, c'est au niveau de l'érosion. Moi, je pense que tout le monde est un peu au courant aussi là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les slake tests, je pense que oui, hein, un peu tout le monde. Ben, c'est... On le voit aussi dans les champs. Oui, on voit aussi dans les champs. Mais On voit un labour oui aussi, à gauche ouais. et un bon labour à droite. Alors là, pour contextualiser, c'est souvent un diapo qu'on montre à un public d'agriculteurs conventionnels pour conscientiser sur l'intérêt du non-labour dans la conversion du conventionnel vers le non-labour. On a assez peu de données et de résultats par rapport à des STNDO notamment. Ouais. C'est aussi d'ailleurs d'augmenter parce que souvent il y a des rotations aussi, plus prairies temporaires, plus riches en matière organique grâce au fumier, s'il y a des vagues, etc. Et donc on serait probablement beaucoup moins contrasté, même s'il y avait un labour annuel dans des terres qui sont de base avec une rotation différente. Donc, voilà, je remets quand même en contexte Ouais. pour pas froisser aussi. C'est assez hétérogène parce qu'il y a des bios très industriels qui copient un peu le système conventionnel en bio. Et donc là où les structures sont vraiment pas top et on voit pas mal de problèmes d'érosion, de ce genre de choses. Et il y a du bio bien fait avec de l'élevage, avec des prairies temporaires comme le disait Laurent, où là on est même parfois presque comme à gauche, quoi, comme à droite. Pardon. Enfin, votre droite. Ouais. De la droite, hein, de la droite. Il a déjà fait un image sur un plateau télé. Là, c'est labouré là. Ah non, pardon. Ça m'arrive souvent. Ouais, parce que ça, en fait, ça c'est la vraie mesure qu'il faudrait avoir quand on va reparler ici avec l'érosion et tout. C'est ça qu'il faudrait avoir pour dire est-ce que tu fais des mesures anti-érosives. C'est la meilleure preuve qui existe. Ouais. Mais bon, ça voudrait dire qu'il faut échantillonner chaque parcelle pour voir ça, quoi. Mais oui, c'est clair que c'est un résultat qu'on peut pas... C'est ce qu'on fait actuellement. Tous Ouais. ceux qui s'engagent, on va prendre pas de toutes les parcelles parce qu'on va essayer de regrouper un peu à travers la ferme les trucs, mais à un moment donné, on prend. Tu pensais qu'analyser la cartographie, tu es plutôt en échantillonneur de sol. En Flandre, par exemple, tous les 5 ans, il faut avoir fait le tour de tes parcelles pour les échantillons de sol. C'est une économie en soi, ça fait tourner, ça met des gens à l'emploi. Et au moins, tu sais où tu en es et tu peux prendre tes mesures en fonction de ça. Il y a un outil que le CRA a développé pour standardiser ce protocole-là, qu'on a déjà appliqué chez certains d'entre vous, pour que Marianne fait chez vous actuellement, d'ailleurs dans les parcelles de betteraves. Ça permet donc de tirer des paramètres statistiques de cette perte de masse de la motte. Et on est en train de pousser un peu, d'instiller dans les labos provinciaux aussi qu'ils adoptent ce protocole et qu'ils le proposent en routine aux agriculteurs. Ça pourrait être intéressant aussi. Un des autres avantages des couverts, c'est la gestion des adventices. C'est pas visible tous les ans et c'est pas facile à faire non plus. Ça, c'était un couvert bio où en fait on était venu ici semer une facélie à double densité, un peu par erreur, mais voilà, ça avait été semé ici en double densité, ici pas de couvert. À la base, il devait y avoir un couvert sur les deux, mais voilà, ça permet de faire des beaux essais visuels. Et alors sur le reste de la parcelle, c'était un biomax, donc il y avait tournesol, radis, trèfle d'Alexandrie, et il y en avait encore un, je ne sais plus exactement lequel. Mais enfin voilà, donc c'était un couvert qui s'était bien développé. Je crois que je l'ai dit. Enfin bref, il y en avait. C'était un couvert 4-5 espèces, quoi, donc qui s'était bien développé, 5 tonnes de matière sèche, il me semble. Je ne sais pas si les. Tournesol, veste, radis, moutarde, facélie. Et en bio, donc c'était en 2021. Ici, c'était une photo en mars 2021. Donc le couvert avait gelé, le couvert avait permis d'étouffer les repousses, et donc là, en fait, la parcelle était super propre en bio. Et donc c'était une parcelle laissée, et donc on a fait un semi-direct en bio qui s'est bien passé parce que la parcelle était propre, mais c'est presque la seule année où ça a fonctionné, quoi. Et ici, pour comparaison, là où est-ce qu'il n'y avait pas de couvert, la parcelle s'est ressalie de tout l'hiver, et donc là, pour le coup, sur ces bandes-là, on est obligé de retravailler, quoi. Facélie double densité, ça a fait beaucoup de sucre aussi. Ouais, c'est la couverture du sol, la densité, c'est la concurrence avec les autres cultures qui fait beaucoup. Ce que j'ai remarqué aussi suite à des erreurs
Ouais. Quand tu vas à fond avec tes graines, tu ne le retrouves pas après aussi. Ouais. Ça a un coût, Parce qu'en donc plus, parfois il faut faire aussi ça le. a un Ouais. coût, mais d'un autre côté, tes plantes entre elles sont déjà beaucoup plus en concurrence, vont aller déjà chercher beaucoup plus d'éléments, Ouais. ils vont essayer de monter beaucoup plus, et ils vont faire plus de masse. Et on retrouve ça par après aussi. Aussi bien dans le positif que le négatif. Hein. C'est gérer les résidus. C'est ça que parfois sur les couverts, ben, le fait de produire ces semences peut parfois permettre de réduire les coûts et permet d'avoir des couverts un peu plus développés, quoi. Il y a certaines espèces aussi qui peuvent casser des cycles de ravageurs ou de maladies, des espèces comme le sarrasin aussi qui sont un peu allélopathiques, qui sont comme cameline aussi, qui sont un peu plus concurrentielles et alors le champ est un peu plus propre derrière, quoi. Ceux qui font que du sarrasin, ils attendent 2 ou 3 semaines avant de semer parce que sinon il y a un effet négatif sur la culture d'après, quoi. On a du mal à observer ça de façon très scientifique, mais il y a quand même quelques observations de quelques agriculteurs qui voient ça, donc qui peut être un élément à prendre en compte, quoi. À faire attention par contre sur il y a pas mal de crucifères antinématodes, des moutardes antinématodes qui commencent à arriver. Elles sont antinématodes, mais elles sont aussi, elles vont tuer les nématodes, mais aussi les auxiliaires des nématodes. Et donc à long terme, voilà, il faut peut-être voir à court terme, ça peut être une solution dans les champs où il y a des fois problématiques et où on aimerait bien régler ça avec le couvert de façon un peu plus naturelle. Mais à long terme, en tout cas, il faut faire attention, ça peut être parfois négatif, quoi. Parce que les nématodes reviennent toujours un peu plus vite que les auxiliaires, forcément. Donc, à faire attention quand même, quoi. Oui, après, pour la préservation de la biodiversité et de la faune des plaines, ça, des couverts en fleurs à cette période-là, ça fait même un abri pour la petite faune et ça permet de nourrir aussi les pollinisateurs. Et ça nous permet aussi de mettre des beaux panneaux dans les champs. Donc, voilà. Un autre avantage aussi pour les éleveurs, ça peut être la production de fourrage. À des moments où parfois des années où on en manque un petit peu, ça peut permettre de faire du fourrage pâturé ou fauché. Le mieux, ça reste encore des couverts pâturés, ce qui facilite aussi un peu la destruction par la suite. Mais ça améliore surtout la disponibilité en azote du couvert. Et presque tout est restitué en fait. Quand on voit ici la restitution des éléments au sol, voilà, il y a un petit peu d'exportation par la viande forcément, ou le lait, mais voilà, ça reste quand même assez intéressant. Ouais. Il n'y a pas plus de perte d'azote en hiver si le couvert a été mangé Ça dépend quand le pâturage a été fait, mais ça reste un engrais organique quand même, donc ça se libère moins vite qu'un engrais minéral forcément. Mais un pâturage plutôt tardif, il y en a qui le font en décembre, même en février, même qui pâturent l'hiver. Là, ça va. Octobre, ça peut encore aller. Un peu plus tôt, il faut peut-être mettre une culture ou avoir des repousses du couvert. Peut-être pas trop pâturer. Et souvent, le couvert repousse pas trop mal. Ouais, tu dois avoir peut-être plus. Ouais. Ouais. Enfin, nous, on a un mélange où il y a entre du trèfle, tout ça, Ouais. et puis les quelques repousses de céréales qui reprennent aussi. Donc souvent, ça verdit quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf quand il vient pâturer, qu'il fait vraiment mauvais. Là, ils abîment un peu plus et là, il y a moins de repousses. Ouais. Mais souvent, on arrive un peu plus tard et donc. Et par exemple du seigle et tout, tu tapes ça avec ou non? Moi, non, du seigle, j'en mets pas, mais Mathieu, chez lui, il en met du seigle. Ça dépend les années. Il met de l'avoine beaucoup, lui. Ah, c'est la Ouais. Ouais. Cette année, il avait mis du seigle à côté de chez lui. C'est possible, ouais. Ouais. parce qu'en termes purement d'azote, quand on fauche, du coup on extrait l'azote pendant l'hiver, on Ouais. ne le pas dessus, et puis on va le rapporter par exemple avant un colza ou avant un prochain couvert. Ouais. Parce que tu dis c'est mieux de le pâturer, enfin, là on parle par rapport au sol. On parle par rapport au sol, ouais. Par rapport au cycle de l'azote. Par rapport au cycle de l'azote. l'azote. On va dans une bouille d'enrumané que dans Ouais. un mouton sur le sol et il pleut Après, l'azote organique est un peu moins lessivable quand même que l'azote minéral, ça c'est clair. Il faudrait faire l'essai, mais je pense que le CRA avait fait les essais. Enfin, le couvert repousse pas mal, même si c'est tard, en fait, les conditions ne sont pas forcément là à la minéralisation, et donc il n'y a pas souvent plus de... Enfin, le couvert a souvent plus
pris l'azote et relargué. Et donc, c'est plutôt bénéfique, même s'il y a une petite perte, c'est plutôt bénéfique que. Alors, peut-être que si on le fauche, dans certains cas, c'est peut-être encore plus bénéfique, mais il y a plus de charge aussi. Voilà, ouais. Aussi dans la fauche, c'est que ici, tu as ce mode sol, juste un tout petit peu en surface qui est très facilement récupérable. Ouais. Tandis qu'au mois d'octobre, on a encore fait une coupe, aller charger les ballots. Quand il commence déjà à être un peu plus. Comme cette année, comme on a eu le octobre de l'année passée, toi tu le faisais le 15 octobre juste, juste avant le prix. Si tu le faisais après, là tu vas le retrouver. Tu le faisais plus. Ouais. J'ai un collègue qui m'a proposé un couvert ici, il va mettre un maïs après. C'est un seigle, un trèfle, un cardin, mais on s'est posé la question, est-ce que lui il va perdre si je le faux, je l'exporte, ou si le broc il reste utile là? Quelle est la perte? Donc on va peut-être faire un test des segments, mais Ouais. est-ce qu'il va vraiment perdre en me le vendre? Bah, cette période-ci, ça dépend comment ils comptaient le détruire, mais comment? Broyer, le laisser sur le sol, quoi. Ouais, bah alors ça dépend de la masse qu'il y a parce que ça peut faire une petite fin d'azote en tout cas au tout départ, quoi. Ouais, donc ouais, voilà. Parce que je me dis que c'était un sacrilège en tant qu'éleveur d'aller Ouais, broyer c'est le ça. truc, quoi. Ouais. Et lui, voilà, est-ce qu'il va perdre? Tu sais pas lâcher des vaches dedans. C'est un peu comme l'exploitation des pailles, quoi. C'est que ça. Ah ouais, non, Ouais. moi je l'ai fait, il y a un champ derrière chez nous où il y avait des colzas et on a mis un fil temporaire en vitesse, on a ouvert la barrière, il dit, bon, on verra bien, et je peux te dire qu'ils étaient derrière. Mhm. Et là, je sais pas si ça vaut la Ouais, peine. quand il y a assez à bouffer, ils sont avec leur tête, ils sont pas occupés à regarder chez le voisin. Mais s'il l'aurait détruit peut-être un peu plus tôt, je pense qu'il n'y aurait pas eu beaucoup de différence. Ça aurait même été bénéfique pour lui de le laisser parce que ça aurait profité au son sol, etc. Mais là maintenant, s'il sème son maïs même une semaine après, il y aurait peut-être un petit effet négatif du couvert sur la culture parce que on a souvent remarqué que il faut laisser minimum 2 semaines entre la destruction et le semis parce qu'il y a beaucoup de résidus. Il y a un petit effet négatif au niveau de la levée et peut-être de la fin d'azote aussi. Donc, s'il veut semer rapidement, il vaut peut-être mieux l'exporter et quitte à ramener du fumier par la suite pour son rendement de maïs en tout cas. Ouais. C'est vrai que ça a de la valeur, c'est comme exporter les pailles, Ouais. ça revient à un moment. Voilà. Donc, ça a une valeur fertilisante et en termes de biomasse, de carbone pour le sol. C'est marrant parce que nous on travaille beaucoup plus avec des cultivateurs 100% et donc c'est plutôt l'inverse qu'on dit, mais c'est un sacrilège de donner des couverts aux bêtes. C'est ça le win-win, hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, c'est vraiment des Bah, c'est un- régions, Ouais. C'est quand même mieux de faire revenir le fumier des vaches que de laisser la paille et la broyer quand même. Ah oui, oui, oui. Mais il y a, Bah, D'accord, ça. il y a un peu. Pas une broyée ne fera jamais un c'est fumier. pas si. Même un Ouais. fumier composté, même un truc Franchement, bouché. je sais pas. Ça dépend la dose. C'est pas argumenté parce que Bah, en on voit fait, tous les champs de paille broyés, tout dépend. enfin, voilà, quoi. Au niveau fertilisant, charge, ça peut même carbone. Certains disent que c'est même mieux de laisser sa paille, mais ce qu'il y a, c'est que le C sur N, c'est très ligneux de la paille. Et donc, pour se décomposer, ça demande beaucoup d'azote. Et quand l'azote n'est pas disponible, il y a une partie du carbone qui part dans l'air aussi. Je vais Et donc, rebondir là-dessus. J'ai un collègue qui prend parfois, le fumier, qui donne beaucoup de paille, Ouais. il a remarqué qu'avant il prenait un peu de fumier conventionnel. Ouais. Maintenant le mien, il dit qu'il y a une décomposition carrément autre que Ouais. parce que les pailles pulvérisées, forcément elles se décomposent moins vite vu Ouais. qu'elles ont été traitées. Mhm. Donc il voit déjà une différence. Ici il ne veut plus composter, lui il va faire style bokashi Ouais, ouais, ouais. pour garder justement l'azote parce que quand on composte on perd l'azote quoi. Mais voilà, c'est tous ces enjeux-là. Mais je pense que moi, de tout ce que je vois depuis 25 ans, les gars qui faisaient de la paille broyée, ça ne vaut jamais un fumier. Maintenant, ils viennent chercher quand même. Non, mais de plus en plus, maintenant, il y a quelques études qui commencent un peu à s'intéresser à ça forcément et à sortir des... Enfin, ça prend du temps, mais on commence à voir les premiers résultats maintenant. Et donc, plus les C sur N, donc un fumier, le C sur N est beaucoup plus bas qu'une paille, au plus il serait faible, au plus le pourcentage qui se transforme en carbone est élevé, en fait. Et donc, on commence à dire maintenant qu'un fumier serait peut-être plus... il y aurait... c'est pas encore définitif, mais voilà. Le vachement va ensemencer le Ouais. aussi de micro-organismes. Et donc, c'est surtout le discours, c'est surtout exporter les pailles C'est sans économiquement, ramener voilà. du fumier, c'est une hérésie. Voilà. On voit des sols qui, Ouais. après quelques années comme ça la structure se fait. Et broyer la paille et taper du lisier dessus.
Ça, c'est top du top, ça, alors. Mais ça, faut pas le dire. On va pas le dire. J'ai pas demandé. J'ai pas demandé. Le top du top, C'est ce que nous on fait un peu en Flandre. Oui, mais ça, je sais. Ouais. Mais Beaucoup de lisier. il y a Ouais. beaucoup de lisier. Mais en fait, dans la nourriture du sol des vers de terre, il faut savoir qu'eux, ils se nourrissent plutôt avec des marchandises à un césurène de 25. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qu'une vache elle fait? Elle va tout manger quand tu lui tapes du foin dans la crèche, elle va tout manger parce que allez, pratiquement tout. Et donc, dans cet élément-là, tu as du césurène qui est de 5 et tu as du césurène qui est de 60 sur eux. Et donc, elle va digérer ce qu'elle sait digérer et tout ce qui est trop ligneux, ben, ça repart derrière. Et là, c'est cet élément-là tous les sucres très solubles ont été extraits et on amène une nourriture normalement plus ligneuse au sol. Et c'est ça qui va bien nourrir le sol au niveau des vers de terre et tout. Et donc, les engrais verts, les restituer ainsi au sol, théoriquement, avec de ce que j'entends et de ce que je compose un peu ensemble de tout ce que j'entends, c'est pas le meilleur des moyens. Il faut les faire venir en ligneux, il faut les faire venir en vieillir. Et alors là seulement les restituer. Les broyer à ce Ouais, moment-là. faut pas les faire trop vieillir, mais. Quand tu dis qu'on a un césurène plus faible, ça s'unifie plus. Ouais. Bah après, un césurène du. Oui, un césurène plus élevé. Plutôt aller vers le 25, 30. Plus faible. Oui, mais ça, c'est des sucres très solubles. Moi, j'entends que ça. Parce que, en fait, ton. Césurène faible, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'azote. Oui, ça oui, mais donc ici. Oui, non, mais. Ah oui, voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, ça change le césurène, quoi. Ouais. Parce que les bactéries du sol sont plutôt. Enfin, le césurène du sol, c'est plutôt autour de 10. Et donc, au plus le césurène se rapproche de celui du sol, au plus les bactéries du sol sont efficaces pour dégrader cette matière-là. Oui, ça, c'est des bactéries. Mais le problème, c'est que. Ouais, mais dans les. Ouais. Ouais, il faut les deux. Mais en tout cas, il y a de plus en plus d'études qui commencent à sortir. Bon, ce n'est pas des césurènes de 10, c'est plutôt des césurènes de 25, mais des césurènes de paille, c'est encore plus élevé que ça. Les césurènes des couverts, souvent, c'est ça, c'est 20-25. Et c'est là qui c'est le plus, on va dire, efficace. Mais une paille, on parle de beaucoup plus que ça. Donc c'est éviter de restituer de la salade, quoi. Non, c'est ça, ouais. C'est ça qu'il faut essayer d'éviter. Et Ouais. si tu fais passer un mouton entre, ben lui il va bouffer la salade, toute la partie vraiment soluble, ben lui il le Ouais. consomme. Et tout ce qui est moins soluble, ben, ça il est restitué au sol, quoi. Et il produit de la viande. Et il produit de la viande, il amène des micro-organismes et tout. Donc, Ouais, il ensemence aussi pas mal le sol. Ouais. Ouais. Mais parce qu'en plus ça n'est pas repris dans son taux de liaison au sol. Si, Si, c'est repris. il faut faire des contrats de pâturage, ouais. Où il faut avoir un éleveur qui s'arrange bien sinon. Qu'est-ce qui est mieux comme gestion, fumier, paille, etc. Pour moi, la question, oui, il y a le meilleur impact optimum sur la qualité des sols, c'est une chose. Mais pour moi, la réponse, c'est qu'est-ce qui est adapté par rapport au contexte territorial. Ah oui. Aussi, pour moi, c'est une hérésie de dire on va broyer les pailles parce que c'est mieux pour les champignons du sol, alors que tous les éleveurs autour pleurent pour avoir de la paille. Là, on n'est pas dans un bon système. Et pareil, si on a des surplus de lisier, ben, à un moment, soit on change de système d'élevage en Flandre, mais soit on broie les pailles, on les met sur les pailles parce que c'est probablement le meilleur usage qu'on peut en faire. Quoi. Et donc voilà, c'est vraiment. Moi, je crois pour ma chapelle. Comment reconnecter au bio l'élevage et les cultures. Ouais. Le problème, moi, je parle pour ma chapelle en bio, parce qu'avant, en conventionnel, je faisais des échanges paille fumier avec tout le monde. Enfin bref. Le problème maintenant que je suis bio, les bio peuvent aller chercher tout ce qu'ils veulent de fumier, de lisier conventionnel, de vaches qui vont en prairie, et pas des. Enfin bref. Mais moi qui est en bio, maintenant, je peux plus aller avec mon fumier que chez les bio. Et ça, je trouve toujours. Ah oui. Donc il y a. Mal fait. Ouais. Soit vous faites les deux pareils. Je comprends pour verrouiller le marché bio. Mais en attendant, moi, je dois. Littéralement, heureusement, je m'entends bien avec des gars qui sont corrects avec moi. Ouais. Je dois aller baisser mon froc pour vendre mon fumier parce que je sais que la logique du bio, c'est d'être en autonomie pour tout. La terre est assez chère. Moi, j'ai pas la chance d'avoir 100 hectares et 60 Bah non, ouais. comme les Français, mais donc je fais ce que je peux. Mais là, Faudrait je pouvoir trouve faire que des c'est échanges, déloyal quoi. parce que j'ai des gros propriétaires qui ont 200 hectares en bio et ils vont chercher tout ce qu'ils veulent aux fermes alentours et moi, je dois aller brader mon fumier. Enfin, voilà, c'est pas logique, quoi. Non. S'ils pouvaient changer ça, ça serait pas mal. Parce que alors là, s'ils obligeaient les éleveurs bio à aller chercher du fumier bio,
un pourcentage maximum. Bah, voilà. 50-50 Ouais. quoi. Mais Mhm. voilà, donc heureusement on s'en range, hein, mais c'est pas toujours facile. Ouais, ouais. Deuxième question que j'avais. Ouais. Bon, les couverts qui sont intégrés, pour l'azote, on a une restitution de 60 unités, 30 unités. Ça dépend la biomasse du couvert, quoi. Vous voyez au printemps. Euh, Ça, une SIE ou pas. Mais moi qui mets des céréales avec févrole, veste de oui, carbone, ça c'est encore différent. si je les laisse jusqu'à Ouais. la moisson, je gagne plus en azote que quelqu'un qui les broie ou c'est pareil? Ça c'est difficile à dire, mais ouais, mais là l'effet sera plutôt sur la culture d'après. Pas forcément sur le froment, un petit peu, mais pas forcément sur la culture d'après. Mais là, ça dépend de. Enfin, dire un chiffre exact, ça dépend de la météo, ça dépend de plein de trucs. Logiquement, Non. oui, parce qu'on a Ouais. des nodosités au niveau des racines qui travaillent plus longtemps, qui se remettent en activité au printemps et qui vont aussi aider peut-être les racines qui se décomposent aussi au fur et à mesure de la croissance de la plante. J'aurais envie de dire intuitivement oui. Après, il faudrait voir dans le ciel merci Ouais. si c'est modélisé, ce genre Je pense qu'il y en aura un petit peu moins que sur les couverts parce que comme ça arrive à graines, il y a une bonne partie de l'azote qui part dans les graines et donc qui est un peu consommé et qui va se retrouver sûrement dans les fumiers ou après un peu exporté avec les animaux aussi. Mais en tout cas, en restitution directe, il y en aura peut-être un petit peu moins avec ça, quoi. La graine de veste est consommable par les vaches? Pas la graine. Le pourcentage. Pour la veste? Ouais, pour les graines, plus de 10% dans un mélange, ça Ouais. peut être toxique. C'est ça. Ouais. surtout les volumes. Ouais. Ok. En frais, il n'y a pas de souci souvent, je pense. M'arrêtez si je me trompe, mais c'est en frais. Quand c'est consommé en frais. Donc, il y en a un pourcentage, mais Ouais. jusqu'à présent, c'est pas. Oui, en frais ou séché, mais enfin, je veux dire pas en grain, quoi. C'est vraiment en grain où là c'est le plus toxique, quoi. Bah, c'est encore. Ouais. C'est comme ça qu'elles sont séchées. Je sais pas tout en sel, quoi. Ouais. En foin ou En grain. en grain, ouais. Pour être moulu et Mm. en toute céréale, quoi. Ouais. Si j'ai un échec, j'avais mis un épaule, tout ce rôle, il y avait un peu de veste, mais la veste, Ouais. ça va être fauché en immature. Heureusement, j'ai du bétail. Ouais, c'est ça. Alternatif, quoi. Mais ça, après, je dois taper une luzerne, ça, je me demandais si Ouais. le fait que je vais le faucher plus tard, donc ça va être normalement le premier juin, Mhm. est-ce que je vais gagner en azote pour la luzerne après, quoi. Ouais. Après, la veste, c'est encore un peu différent parce que elle s'arrête jamais. Elle a une croissance indéterminée un petit peu. Et donc, il y a un peu qui est mobilisé dans les grains, mais elle en reproduit aussi un petit peu après. Et donc, sûrement que pour la veste, c'est encore un peu différent. Et peut-être un petit peu plus que quand c'est mené comme ça en grain par rapport à une févrole ou qui veut l'exporter dans son grain et qui s'arrête qui arrête la croissance, quoi. Mais faudrait voir, mais sûrement que pour la veste, un peu plus, ouais. Mm. Et puis oui, du coup aussi, un des avantages, c'est l'entente avec les citoyens et la beauté des paysages. Une parcelle en fleurs à cette période-là, c'est pas commun et ça fait du dialogue, quoi. Ouais, et puis les moutons, c'est encore mieux. L'inconvénient, c'est que parfois, il y en a pas mal qui viennent cueillir les fleurs et bon, voilà, ils font la destruction à notre place, quoi. Et l'exportation, ouais. Ça, c'est un peu, quand on parle de restitution et au niveau de l'azote, c'est un peu un cas concret. Il y a le logiciel Merci que je pense que vous devez à peu près tous connaître, qui permet d'estimer ça. Il faut peser 1 mètre carré, séparer les espèces et l'encoder dans le logiciel. Et donc ici, c'est un limon argileux, c'était de la moutarde, de la facélie, du tournesol et de la vesse pour un résultat de 5 tonnes de matière sèche, donc, qui arrive un peu au-dessus du niveau du genou, quoi, pour donner un peu une idée du développement. Il a piégé 125 unités d'azote et il en restitue 40 pour la culture d'après, quoi. Donc voilà, ça dépend. La restitution d'azote dépend beaucoup du mélange du couvert, mais voilà, c'est à peu près les ordres de grandeur qu'on a en moyenne dans les couverts.
ça c'était l'effet long terme avec le colza associé. On va peut-être passer un petit peu plus vite. C'est l'effet du trèfle blanc qui est laissé dans un colza. On parlait tantôt du couvert après colza. Bah, sur les froment, avec la même fertilisation, avec 30 unités en moins, on a en moyenne 5-6 quintaux en plus après, quoi. Enfin, voilà, parfois c'est 2, parfois c'est 6. En moyenne, je pense que c'est 4 ou 5, je ne sais plus bien. Mais enfin, voilà. Il faut voir aussi à plus long terme que sur la culture, quoi. Donc voilà, maintenant qu'on sait à quoi ça sert, c'est bien aussi d'essayer de savoir les produire et surtout sécuriser les développements, parce que c'est quand même aléatoire suivant les années. Et donc, essayer de les réussir tous les ans, c'est un bel enjeu, mais il y a quand même quelques pistes qui nous permettent ça. Le première étape, c'est déjà anticiper avant la moisson. La structure du sol, c'est un des éléments qui est hyper important. Il vaut mieux avoir une structure pour toutes les cultures, hein, mais il faut voir un peu le couvert aussi comme une culture. Il vaut mieux avoir une structure comme ça que comme ça, parce que sinon la biomasse produite va être forcément bien diminuée. Et parfois, anticiper les défauts, quitte à fissurer ou décompacter, même parfois dans le couvert. Il y en a qui font ça pour savoir semer les couverts plus tôt et décompacter après, quoi. C'est maintenant en fait qu'on peut décider des opérations de travaux de sol qui vont devraient être faites peut-être après la moisson. Ouais. Donc typiquement en sortie d'hiver, quand le sol est encore un peu humide, je pense que c'est un peu le cas. Là, c'est trop humide, on ne verra rien. Quand ça sèche un peu, mais voilà. Année normale, on est déjà un peu tard. Mais voilà, c'est souvent sortie d'hiver et entrée d'hiver qu'on peut vraiment observer au mieux les défauts de structure. Souvent, on aime bien venir en mai-juin parce que le sol est encore un peu. Enfin, on sait planter sa bêche facilement, on sait voir la structure. Même dans les blés, souvent on fait ça pour voir ce qu'on fera après la moisson. Bon, cette année, ça sera peut-être un peu plus tard, mais voilà, au moins on sait le faire facilement, quoi. Un autre. Ce qui est aussi important, bon, pas forcément en bio, mais là plutôt en conventionnel, c'est plutôt les programmes herbicides, et surtout tout ce qui est sulfolinuré, les rattrapages de printemps, en fait, c'est. Parfois, on sème le couvert et en fait, il ne lève pas, mais c'est juste des rémanences d'herbicides. Donc voilà, c'est quand même assez important. On le voit tous les ans, ça quand même, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Si on fait des pailles hachées ou du semi-direct, les fongicides ont aussi un très gros impact. On en parlait justement avec la différence avec les fumiers bio. C'est que quand on vient avec des fongicides un peu trop puissants, style SDHI ou strobilurine, les pailles ne se dégradent pas facilement et parfois elles ne se dégradent même pas. On les voit encore parfois, même 2 ou 3 ans après. Donc ça, c'est quand même préjudiciable, quoi. C'est pas souhaitable, on va dire. Et donc ça, c'est signe que ça ne se dégrade pas et c'est tellement protégé que les champignons ne viennent pas l'attaquer, quoi. Et puis préparer son couvert avant la moisson. Si le couvert est prêt, on n'a plus qu'à le mettre dans le semoir et puis on est parti. Alors que s'il n'est pas prêt, on se dit on a encore faire ça, on a encore faire ça. Et du coup, on ne le fait pas. Et donc la préparation fait déjà parfois le gros du boulot, quoi. Et bon, après la moisson, c'est facile à dire, mais bien régler sa batteuse pour limiter les pertes. Au moins, il y a de repousses de froment, plus le couvert est beau souvent. Mais ça, voilà. Et parfois, bien répartir les menus pailles, quitte à déchaumer en perpendiculaire ou même derrière sa paille, pour épandre un peu ça et limiter les fins d'azote. Là, on le voit sur la photo ici. Les bandes, c'est bêtement les menus pailles qui sont mal répartis et donc ils sont juste là. Donc il y a une fin d'azote très localisée. Parfois, c'est des défauts de structure aussi, mais souvent, c'est aussi les menus pailles. Pas tous, mais souvent, ouais. Et parfois, c'est pas réparti sur la totalité de la superficie de la coupe, quoi. Souvent, les grandes largeurs, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ouais. Ça dépend de la moissonneuse qui vient, mais comme il y a de plus en plus de grandes largeurs, voilà. Et voilà, on se retrouve avec pas mal de repousses aussi qui ont un effet négatif sur le développement du couvert. Bien choisir ses espèces aussi, suivant un peu ce qu'on veut faire, si on veut faire du fourrage, pas du fourrage, si on est éleveur, pas éleveur.
et un peu au niveau de la date de semis. Il y a quelques espèces qui sont un peu passe-partout dans ces listes-là, on va en revenir après. Mais il y a quand même quelques espèces qui sont plutôt typiques de couverts courts, de couverts plus longs, de couverts qui seront non gélifs. Et donc, il faut bien adapter ces espèces à la date où on va semer, la date où on va le détruire, et aussi au débouché qu'on va en faire si on veut envisager un fourrage, quitte à ne pas en faire. Mais il y a des espèces qui ne valorisent pas très bien en fourrage. Donc ça se réfléchit, le choix des espèces est quand même assez important, quoi. On fera un petit atelier après, je pense qu'on va avoir le temps. Ça dépend de toi. Ouais, il faut que je me dépêche un petit peu. Mais voilà. Diversifier son couvert, on en parlait encore juste avant. Là, plus le couvert est diversifié, il y a plein d'avantages à avoir un couvert diversifié. Mais rien que sur la biomasse, c'est un peu un couvert réussi, c'est un couvert souvent qui a fait de la biomasse. C'est un peu là où il va remplir un peu tous les objectifs. Et donc, le meilleur moyen de réussir son couvert, c'est de le diversifier. Il y en a qui vont jusqu'à 10 espèces. Ça permet un peu de limiter un peu les risques parce que suivant les années, ce n'est pas les mêmes espèces qui vont se développer, suivant les conditions météo et tout ça. Mais souvent déjà 5 espèces, on voit déjà beaucoup de différences. Voilà, il y a plein aussi de complémentarité. Et en bio, c'est encore plus important de bien choisir ces espèces parce que en bio, c'est plutôt au niveau de la destruction où c'est un peu plus compliqué. Et donc, inviter des espèces qui repiquent, qui vont être difficiles à détruire par la suite, c'est primordial, quoi. Et des espèces qui montent assez tard en graines, parce que en bio, c'est un peu dur. Enfin, ça peut être problématique dans les cultures, ou bien essayer de les détruire avant. Et du coup, voilà, privilégier les légumineuses, on l'a dit tantôt, les plus gélives possibles. Éviter la veste velue, parce que la veste velue, c'est celle qui gèle le moins dans les vestes. Privilégier plutôt les vestes communes en bio, qui sont un peu plus faciles à gérer et qui sont quand même intéressantes dans les couverts. Et puis les espèces faciles à détruire. Et donc par exemple la févrole en bio, c'est une très bonne légumineuse qui structure pas mal et qui se détruit facilement. Donc, parce que le trèfle incarnat n'est pas gélif. Et donc en tout cas dans les couverts, en conventionnel, on le met dans des couverts longs, non gélifs. On va avoir une couverture du sol pendant l'hiver. Mais du coup, et même en conventionnel, on commence un peu à faire machine arrière aussi parce que c'est aussi dur à détruire. Même chimiquement, c'est assez dur. Et donc en bio, par des scalpages très répétés ou du labour, il n'y a pas vraiment d'autres solutions pour ne pas être embêté après. Et à l'inverse du trèfle blanc, le trèfle incarnat monte dans les cultures. Et donc ça peut être embêtant après, quoi. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est magnifique, mais si on s'est mis une culture dedans en bio, sans travail du sol, c'est compliqué, quoi. Chez Emilien, dans le réseau, Emilien Bossite, il a fait une partie de la parcelle de betterave avec un mélange seigle, trèfle incarnat. Il est comme ça, il est magnifique. Ah oui. Ouais. Et ça, pour la biodiversité, déjà, ça fait beaucoup. Les légumineuses comme trèfle incarnat sont hyper attractives pour tous les pollinisateurs. Et ça, un trèfle incarnat, on peut faire des sucreries d'eau tous les ans, il y a des trèfles incarnats en pérenne ou pas? Le trèfle incarnat, pas forcément, non. Ouais, et je pense que c'est plutôt un ou 2 ans le trèfle incarnat, pas beaucoup plus. C'est annuel, ouais. C'est même annuel. Ouais. Il sera problématique dans la culture, mais à long terme, il ne va pas forcément rester. Il va se ressemer, quoi. C'est pas comme la luzerne. Non, ou un trèfle blanc. Ça, un trèfle blanc, c'est envisageable, ouais. J'ai un collègue bio qui avait une parcelle de seigle de trèfle incarnat, ils l'ont fauché en immature, mais il a laissé 1 hectare qui a voulu le pousser à la moisson. Ouais. Et puis ils ont semé, donc il l'a moissonné, toute la pièce était libre, il a semé toute sa luzerne trèfle. Et où il l'a moissonné, il me demandait pourquoi le trèfle incarnat, il est magnifique et comme ça. Ouais. Et forcément, à cet endroit-là, la luzerne est là, mais il est un peu étouffée. Ouais. Par contre, il y a un cruau ailleurs, il y a Ouais, c'est ça. Ouais. mais là, il me demandait comment ça se fait que c'est un annuel que le trèfle incarnat et qui est quand même revenu. Je dis, à mon avis, c'est quand il y a moissonné qu'il va semer. Ouais. Ça s'est ressemé ou... Ouais, souvent c'est ça. C'est peut-être plus de retour là-dessus sur le trèfle. Ouais.
pas beaucoup de kilos pour Ouais. Et alors ça reste coincé dans la sonneuse batteuse et tous les voisins. Ils ont découvert la Ouais, c'est ça. Dieu, j'ai que mis de la moutarde. Quoi. Au niveau des Ouais. rotations, la févrole, moi j'essaie de ne pas revenir trop souvent avec. Au niveau couverts végétaux, on peut en mettre chaque année. Ouais, bah en fait, ça a été dit avant dans les diapos, je sais pas, c'est vite fait, mais quand les couverts sont mélangés qu'à 4-5 espèces, bah, même niveau maladie, il y a dans les tournesols, dans des rotations avec beaucoup de légumineuses ou de haricots, petits pois, bah, même chez toi, Luc, dans les tournesols, on ne voit pas de maladie parce qu'ils sont En minorité. ils sont en minorité, ils sont diversifiés, donc les maladies n'arrivent pas bien à se développer. Il n'y a pas des tournesols partout, quoi. Il y a un peu de partout. Pesticides et légumes étaient Ouais. le premier à dire de faire attention. Moi, en mélange, j'ai fait un mélange, j'ai jamais fait attention à revenir et on n'a pas plus de soucis. Tu mets févrole en pur ou... Oui, c'est ça. Ah ouais, ouais. Ça tu fais pas. J'ai un champ de févrole l'année passée, j'avais mis un champ de févrole en pur pour la sucrerie. Févrole de printemps. Je n'ai pas eu de soucis non plus. Pour le récolter aussi. Oui. Parce que j'en connais des agriculteurs qui, mais bon, c'est en France, tous les ans il y a de la févrole qui est là en engrais vert, ou pratiquement tous les ans, et il est là. Et ils n'ont pas spécialement de soucis de la fournaise ou quoi que ce soit. Mais ils le mettent, ils essayent de tourner quand même aussi avec leur champ, ils mettent la févrole en pur pour leurs engrais verts. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Ça ils évitent. Mais Il faudrait voir à long terme, quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne voit pas de. Même chez les gens qui en mettent depuis plus de 10 ans, on ne voit pas forcément plus de problèmes. Mais ça va quand même vite. Ah ouais, ben le jour où on en verra, on changera peut-être de discours, mais en tout cas, pour l'instant. On a un champ de betterave Mm. pour lutter contre les pucerons. Mais là j'ai juste. J'ai semé au centrifuge et donc j'ai juste passé un coup de disque à 2-3 cm. Là il vient d'en chercher un petit peu. Mais il y en a quand même, il y en aura assez, je pense, pour l'essai. Ah, nous aussi. Mais on fait une demande. Moi j'ai réussi à. 200, je pense que le garde-chat, Il y a même plus de rapaces chez nous. Mais il ne faut pas le jouer. Moi j'ai fait une demande parce que mon Ou alors bio, on c'est fait pas impossible l'atelier. de pouvoir avoir la dérogation. J'ai fait une demande, je l'ai eu sans souci. Ouais. c'est plus simple. ouais, parce que corbeau et rapace ne vont pas ensemble, mais ici, dernier temps, il y a des rapaces qui reviennent, mais tout ce qui est corneille et corbeau, là, ça devient calamité. Hein. Je propose de parler corbeau tout à l'heure. Ouais. On arrivera pour vous. Connaissant le sujet. Souvent aussi, on dit que pour un couvert réussi, il faut semer le plus tôt possible, mais il faut aussi voir pour quel type d'interculture. Par exemple, souvent on dit que quand ça fait moins de 2 mois, ça vaut peut-être pas forcément la peine de mettre un couvert parce que le couvert a passé le temps de se développer enfin, il va coûter plus cher que ce que ça va nous rapporter, par exemple. À part dans des couverts très courts, il y en a qui font par exemple, là ici, entre une orge d'hiver et un colza, bah forcément, il n'y a pas assez. Mais entre une orge d'hiver qui est récoltée assez tôt et un blé, par exemple, bah, il y en a pas mal qui arrivent à faire de très beaux couverts, alors plutôt avec des espèces typées assez courtes, type sarrasin, tournesol, parfois des trèves d'Alexandrie qui peuvent aller à ces périodes-là, févrole aussi qui peut aller. Des espèces qui ont un cycle quand même assez court. Et après, bah, voilà, des trucs un petit peu plus longs aussi. Avant où là, il n'y a pas de souci du tout. Mais voilà, c'est pas nous qui l'avons fait ce graphique-là, mais il est quand même assez bien fait. Et c'est suivant la culture qu'on a avant, la culture qu'on a après, ça ne sera pas les mêmes couverts qu'on mettra. Et c'est bien de voir un petit peu le nombre de jours qu'on a disponible pour savoir si le couvert est intéressant à mettre ou pas, quoi. Pour vous aider, il y a quand même pas mal d'outils qui sont disponibles. Il y a le GI2E Magellan qui a fait un super outil qui est Acacia. C'est un fichier Excel où vous pouvez, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un classeur Excel où vous rentrez les espèces que vous voulez mettre dans votre couvert et ça vous fait un calcul pour savoir la dose que vous devez mettre pour faire vos mélanges vous-même en fait. Donc c'est quand même assez bien fait et ça... Mais la dose théorique, Ouais. il calcule, plus on en rajoute, plus il va diminuer le dose. Ouais. Pour essayer d'avoir autant de pieds à l'hectare.
pour que ce soit des mélanges équilibrés, quoi. Pour avoir des mélanges équilibrés. Il y a une indication aussi du potentiel de restitution d'azote, de production de biomasse, de compétition par rapport aux adventices, enfin tous les rôles que peuvent prendre Et alors en fonction des espèces qu'on choisit aussi, on peut voir un peu au niveau aussi de la strate racinaire et aérienne, parce que le but c'est d'essayer d'avoir des espèces avec des racines pivotantes, des espèces qui vont aller plus en surface, et au niveau de la biomasse aérienne pareil. Et sur Acacia, on peut voir un petit peu le pourcentage d'espèces qui va être plutôt très grand, plutôt au ras du sol, et donc c'est quand même, ça permet de bien faire ces couverts, enfin de faire des couverts équilibrés, quoi. Il y a d'autres modules aussi comme Protecto qui proposent ça en fonction de plusieurs paramètres qu'on peut choisir avant. Il y a aussi Arvalis qui est un chouette outil. Le classeur Excel, il est disponible sur notre site internet si vous voulez. Il est en libre accès aussi, mais je pense que sur le site du GIE2 Magellan, il doit plus être disponible facilement. Ouais, et on le trouve assez facilement. Ouais. Vous l'envoyez aussi, ou sinon aussi un simple coup de fil à Greenotech, n'hésitez pas. On peut faire aussi par téléphone, ou venir chez vous aussi. Hein. Ouais. C'est vraiment des questions profondes, d'explorer vraiment des types de couverts que vous n'avez jamais fait. C'est peut-être mieux de venir sur place et d'en discuter de vive voix. N'hésitez pas, c'est l'occasion de venir chez vous aussi. Ouais, aussi quand on parlait d'équilibrer le mélange, parfois il y a des espèces où on sait qu'ils prennent un peu le dessus sur les autres. C'est le cas de la moutarde. Ici c'était un couvert diversifié, il y avait 3 kg de moutarde. Et donc on voit que de la moutarde, quoi. Donc il faut aussi un peu, avec l'expérience, si on voit qu'une espèce ou l'autre prend le dessus, parfois diminuer une espèce ou l'autre, augmenter une autre. Et c'est là aussi que nous on commence un peu à n'hésitez pas à appeler Laurent. Laurent il aime bien faire ça. Donc, Je peux t'ajouter et compter les différentes espèces et les petits, là. La moutarde a justement un cycle très court. Donc, par exemple, entre deux blés ou après une orge et avant un blé, ça peut être intéressant. Mais quand ça commence à être plus long, on évite parce que ça vient en faire trop vite et ça signifie et c'est plutôt négatif qu'autre chose, quoi. C'est surtout les radis que je trouve qui sont partis très vite en fleurs et en semences. Ouais, il y a certaines variétés de radis qui sont un peu mieux que d'autres, mais Des radis structurateurs. ouais. Dans mon grevée l'année passée, et en n'a rien de temps, ce champ il était blanc, fleuri de radis, et les moutardes n'avaient même pas le temps d'arriver qu'en gros je commençais déjà à faire de la semence de radis. C'était une impression que j'avais. On connaît encore très peu aussi l'effet variétal des couverts. Ouais. Autant pour les cultures, c'est étudié et puis optimisé, etc. Pour les couverts, il y a pour certaines espèces, on ne sait même pas quelle variété on met. Et sauf que, comme Ouais. on peut avoir de très précoces, très tardives. On a fait un essai en veste l'année passée, on a testé 11 variétés de vestes et ouais, c'était. Enfin, il y a parfois 2 fois plus de biomasse suivant une variété, quoi. Donc c'est. Il y avait les vestes Massa par exemple, qui existent. Ouais, mais c'était pas forcément la meilleure. Non. On dit Massa, mais je me souviens plus bien, mais c'était pas forcément. Je sais pas si tu te rappelles encore des rendements, mais. Enfin, ils seront au festival. L'essai sera présenté au festival. Et donc il y aura toutes les données. Ouais. On fait des essais déjà dessus, mais peut-être faire les mêmes essais chez nous dans notre contexte à nous. Si tu veux faire ce type d'essai, il n'y a pas de souci. Avec la radis, alors nous, on l'avait fait avec la veste parce qu'on voyait beaucoup de différences avec la veste, mais c'est vrai qu'avec le radis, il y en a beaucoup qui parlent radis chinois et radis fourragé. Et déjà, entre les deux, il y a une différence. Le radis fourragé serait un peu plus tardif que le radis chinois, par exemple. Mais rien qu'entre variétés, il y a aussi d'énormes différences. C'est facile à faire. Hein, Oui, tu vides le semoir et tu le mets dans le sac. Ouais. Tu le pas. Juste tac, ça prend. Et ben c'est là aussi où, quand on parlait choix des espèces et date de semis, ici c'est 3 photos différentes avec le même couvert qui ont été semées ici le 7 juillet, le 21 juillet et le 4 août. Et la photo a été prise ici le 9 octobre. Et donc c'est
ici, pour un SMI du 7 juillet, ce couvert-là était peut-être adapté pour une destruction là début octobre, donc entre un orge et un blé par exemple. Ça aurait pu être adapté. Mais si ici c'était pour un couvert long, ben, ce couvert-là n'était pas forcément adapté pour un couvert plus long, quoi. Donc les espèces étaient un peu à changer, ou alors il faut semer un peu plus tard, mais alors on perd un peu de biomasse. Ici on a quand même su produire, alors j'ai pas les données, mais on a su produire sûrement 3-4 tonnes de matière sèche ici, peut-être un petit peu moins, alors qu'ici on en est beaucoup moins, quoi. Donc parfois il y a quelques stratégies qui commencent à arriver en couvert relais. On vient détruire un premier couvert et en ressemer un autre, ou alors on broie le premier couvert et on laisse des espèces qui repoussent, du trèfle, du seigle parfois, où ça permet d'avoir un seul semis et deux couverts, quoi. Parce que quand on doit commencer à semer 2 couverts, parfois niveau agronomique, c'est top, mais voilà, c'est toujours les compromis à trouver, quoi. En tout cas, ce couvert-là, pour une interculture longue, ben, un semis du 4 août était peut-être plus adapté, quoi. Voilà, ici aussi, semer le plus tôt possible. Ici, là, c'est Novalistera qui a fait ce graphique-là, qui est quand même assez intéressant. Il n'y aura pas la même gestion si on fait des pailles exportées ou des pailles restituées. En paille exportée, c'est quand même un peu plus simple parce qu'il n'y a pas une masse de résidus à gérer. Et donc, ben, souvent, même directement rotatif semoir, ça marche très bien. Quand on n'est pas équipé en semoir de semi-direct, c'est encore mieux parce qu'on ne vient pas toucher la terre et on ne fait pas évaporer l'eau, ce qui est souvent un élément limitant à cette période-là, l'eau. Rien que parfois rotatif semoir, ça à peu près tout le monde est équipé, ou des semoirs rapides, hein, c'est même encore mieux. Ça marche parfois très très bien. Quand il fait sec, faire des faux semis, à part évaporer l'eau, on ne fait pas grand chose, quoi. Des années comme l'année passée où c'est un peu plus humide, là il y a eu pas mal d'effets, des effets plutôt très positifs, mais quand il fait sec, semer directement assez simplifié, c'est là où on fait toujours les meilleurs couverts. Et après, En France, par rapport pour lever la dormance, les faux semis, ouais. en France, ils ont quand même fait sur une parcelle, une fois pendant 2 ans de suite, continuellement des faux semis sur faux semis. Ils avaient plus de réserves après qu'avant. En tout cas, dans les années humides, nous, on le voit quand même dans pas mal d'essais couverts, où quand on est venu faire un faux semis ou deux, on a moins de repousse de froment dans les couverts, et donc parfois les couverts sont un peu mieux réussis. Mais le froment, c'est pas ça qu'il faut, c'est vrai. Non. Ça dépend s'il prend le dessus sur ton couvert qui démarre pas assez vite. Ouais. Tu sais le gérer, c'est bon. Bah, pour faire un faux semis, c'est géré, mais il faut le faire, quoi. Ouais, mais bon, je veux dire, allez, moi en tout cas, pour professionnel, avec les faux, c'est réglé. Avant ton Tandis couvert. que. Si tu sèmes ton couvert sans faux semis, moi j'ai vu Ouais. l'an passé, j'ai eu que des repousses de ce Voilà, mon ouais. couvert a été dégueulasse, quoi. Ouais. Que je ne savais pas quelle météo il allait faire, mais j'aurais décalé mon semis de 10 jours, j'aurais fait mon faux semis, et j'aurais éliminé 80% de l'escourgeon, quoi. Quand on voit que le sol est humide au moment de semer les couverts, parfois il vaut peut-être mieux affiner un tout petit peu, enfin pas trop affiner, mais pour faire lever en surface, pour faire lever tous les repousses et venir semer 10 jours après. Quand il fait sec, ça ne marchera pas. Mais... Ah oui, on est surpris les gens après. Il faisait sec à un moment des moissons des escourgeons, c'est après qu'il a fait. Ouais. Escourgeon, ouais. Froment, non, mais escourgeon, ouais. Moi, je sais en direct. En direct, il y a peut-être un peu moins de soucis, mais. Déjà, Ouais. premièrement, peut-être déjà aussi d'un côté, et de l'autre côté, moi je le sais en direct, et après, comme ça, tes graminées, c'est facilement les récupérer. Tu as déjà 2 cartouches pour les tirer avec le kerf, lui tape assez fort. C'est mon Ouais, avis, hein. mais c'est plutôt avant le couvert. C'est que tu laisses partir là, avec un faux semis. Où tu as la température, tu as le soleil. Très superficiel, hein. Ça sert à rien d'aller très profond. De façon très superficielle. Hein. Oui, mais je n'ai pas vraiment de matériel non plus pour le faire superficiellement. En général, ça dit qu'il doit descendre Mais- à 7 cm. Ouais, après en semi-direct, il y a moins de levée aussi, donc c'est. Voilà. Si on n'est pas équipé, en tout cas, c'est peut-être mieux de mission d'équiper. Alors là, oui, même en paille restituée,
ça passe, il vaut mieux un semoir à dents en paille restituée qu'un semoir à disque. Sauf que j'étais quand même meilleur. Ouais, voilà. Et alors sinon, quand c'est des pailles restituées, si on passe tout de suite le combiné rotatif semoir, ce sera un petit peu, ça marche pas très bien, et donc souvent un petit passage de déchaumeur avant améliore bien la situation, quoi. Voilà, ça c'est l'évolution de l'humidité, on en parlait, mais bon, ça c'est sur les chaumes, mais on a les mêmes résultats même avec les faux semis en année sec. En année sec, il vaut mieux pas trop travailler, quoi. Donc limiter le travail du sol pour conserver l'humidité. Sauf si le sol est tassé. Ici, c'était vraiment un essai semi-direct. Souvent, quand l'eau est quand même limitant, le semi-direct, les biomasses sont plus importantes. Mais ici, il n'y a rien à faire. Quand le sol est tassé, en TCS, on a un peu amélioré la situation. Du coup, la biomasse a été meilleure, quoi. Donc l'observation est quand même super important, même pour les couverts. Donc ça donnait des parcelles comme ça où on voit vraiment tous les zones de compaction, quoi. En bio, aussi, c'est 6 sauf parcelles sales. La priorité est plutôt la gestion des adventices et surtout les vivaces, et aussi éviter la concurrence avec le couvert. Et donc, parfois, en conditions humides, en tout cas, c'est encore plus justifié de faire un faux semis en bio. En conditions sèches, on est toujours plus intelligent après, on ne sait jamais trop avant, mais même en bio, le semis direct pour le couvert, en tout cas, est envisageable. Pour le reste, c'est un peu plus compliqué, mais ouais, je pense que tu sais en parler. Donc, tout autour de mes terres, j'ai 3 mètres de terre. Donc, ça se ressème, donc j'avais des chaummés 10-5 mètres. Et au printemps, c'était sale, là j'avais des chaummés, là j'ai fait du semis direct, c'était proche. Donc, c'est la preuve que. Et j'ai semé le 22 juillet, juste avant le semis. Mais vous avez déchaumé le long de l'herbe? Oui, parce que justement, je pensais gérer les herbes. Mais c'est quand même plus sale à cause des herbes aussi. Oui, mais Il n'y a pas qu'un coup de déchaumeur qui avait. Ouais. Oui, mais c'était un peu ça, mais au printemps, c'était mieux que si j'avais semé mon réclam. En tout cas, le semis direct permet d'éviter aussi certaines levées d'autres adventices aussi. Parce que celui qui me conseille dit qu'à ce moment-là, tu fais un oxygène de sol, tu minéralises aussi. Tu fous le dans bazar, ici, en tout cas, l'expérience que j'en ai eue, c'était concluant. Après, quand il fait sec, il ne faut pas hésiter à semer aussi profond, même à 5 cm pour aller chercher un peu l'humidité qui reste. En conditions humides, ce n'est pas forcément vrai. L'année passée, conditions humides de 3 cm ou 5 cm, il y avait des belles différences. À 5 cm, il y avait parfois un peu de pourriture et donc la biomasse était un peu moins belle. Et donc, si au moment du semis, il fait humide, il vaut mieux semer plus superficiellement, 3 cm. Et si c'est sec, alors là, il ne faut pas hésiter, même à 5 cm. C'est là où on a les meilleurs résultats. Et rouler aussi. Ça permet de ramener un peu de capillarité et de faire des meilleurs semis. Ouais. Non, mais surtout, quand il fait sec, c'est de semer sa graine dans le fond de la terre pas travaillée. Parce que sinon, la capillarité ne fonctionne pas. Si tu as déchaumé ça et que tu te sèmes à 3 mètres dans le mou, ça ne va pas. C'est ça que l'avantage du semis direct. Ouais. Tu mets la semence sur le dur et alors la capillarité fonctionne. C'est ça. Après, juste vite fait, fertiliser ses couverts, ça peut être quand même assez intéressant. Souvent, l'azote est quand même limitant à cette période-là. Et mettre son fumier là, par exemple, ça peut être assez intéressant. Ici, c'est une photo en France de Julien Senet. Bon, là, c'était en fertilisation localisée. Il ne faut pas beaucoup, là, c'était 30 unités, mais on voit quand même une belle différence, quoi. Et donc, en bio, c'est idéalement d'action rapide, des engrais organiques d'action rapide. Ce qui est aussi pas mal intéressant, c'est les sous-semis de légumineuses dans les céréales. Encore plus en bio parce que l'azote est plutôt limitant.
Et donc ça, venir semer avec une hercéterie trèfle blanc nain ou lotier, la luzerne est un peu trop concurrentielle. Le trèfle blanc marche quand même vraiment pas mal. Et donc bah, voilà, si ça réussit à germer, si les conditions sont là, bah, souvent c'est pas mal réussi. Voilà un peu ce que ça peut donner par après, quoi. Donc ça permet un peu de sécuriser l'implantation des couverts et le salissement en bio, mais c'est plutôt après pour la destruction. Et donc bah, Régis peut en parler, mais le trèfle blanc nain en tout cas, dans les cultures, il ne va pas forcément gêner parce qu'il ne monte pas. Donc en tout cas, Régis a aussi testé des semis même directs dans du trèfle blanc nain qui est un peu risqué en bio, avec un petit starter. L'année passée, ça a bien été. Par contre, cette année-ci, ça ne me va pas du tout. J'ai semé de l'avoine au mois de octobre en direct. Ouais. Mais seulement là, c'était de la moutarde avant et la versée. Donc il y a des endroits où le trèfle est un peu clair. Et donc maintenant, c'est un peu sale. Et surtout, j'ai des rumex. Mais là, je pense que c'est venu avec les semences de trèfle. Parce que j'en ai à peu près partout. Donc, je ne sais pas. Mais par contre, l'essai qu'on avait fait avec vous l'année passée, dans le semi-direct dans le trèfle, avait fait 1 tonne en plus qu'en retravaillant. Mais voilà, C'était. la deuxième année, c'est pas ça. Maintenant, tu dis C'est celui-là. le mix, tu vois des lignes dans le mix? Ben, non, mais il y en a un peu partout, mais c'est pas semé. Parce que si tu l'as réellement semé, surtout la première année, après tu ne le verras plus, mais tu risques de retrouver quand même des lignes dedans, tu dis, Ouais, dans les cas, quand j'en arrache, ce sont des jeunes rumex là, qui font ça de long, la racine est comme on doit. Quand c'est des vieux rumex, tu vois, ça a des trucs comme. oui. Après, quand tu fais un variété, Ça, c'était marqué mon frère quand variété garantie sans rumex. Si le garantie, c'est qu'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est ça souvent. Moi j'ai acheté par exemple la Ferrol certifiée. Ouais. J'ai acheté de la Ferrol certifiée étiquette bleue européenne et tout. Et quand j'ouvre, je vois pour le chardon, là, les gousses, ou je sais pas comment il faut appeler ça, les fleurs de chardon qui étaient dedans. Hein. Et pas un, non. Ça avait rempli la main. Oui, mais bon. Et moi j'ai moi-même mon propre trieur. Je dis comment est-ce possible? Une Ferrol qui pèse quand même assez lourd. C'est lourd et t'as les fleurs de chardon qui sont là, une bonne inspiration et c'est fait quoi. Et hop, ça part et c'est propre. Ouais, je parle de l'instruction et c'est fini. La moisson, le trèfle, il a quelle taille? Le trèfle blanc, Comme ça. 15, 20. Ouais, c'est ça. Il y en a, il faut prendre une. Ouais. C'est pas récolter des pailles alors. Ben, si, mais tu fauches un peu plus. Soit il faut faucher un peu plus haut, ou alors il faut qu'il fasse très sec. Non, voilà. Ouais, ça Ou alors il faut qu'il fasse très sec et là on sert un peu plus bas et que ça passe pas mal dans les machines, mais. Ouais. Ouais. Après, niveau destruction, pour parler stade idéal, souvent la production de biomasse, elle s'arrête à un moment donné. Et en parallèle, le C sur N dont on parlait tantôt, lui, il va augmenter au plus le couvert il va être âgé, au plus le C sur N va augmenter. Et donc, il faut essayer de trouver un bon compromis entre la production de biomasse et le C sur N pour ne pas avoir des C sur N trop élevés et donc éviter les fins d'azote aussi. Et donc, souvent, c'est au niveau de la floraison où le potentiel de biomasse est quasiment à son maximum. Et c'est là où le C sur N commence à augmenter de façon exponentielle. Et donc, c'est à peu près à ces moments-là, dès que le couvert est en fleurs, c'est là qu'il faut se dire qu'il faut le détruire, quoi. Souvent, les tournesols en fleurs avant l'hiver, ce n'est pas trop un souci parce qu'ils vont geler et il n'y aura pas de souci. Mais si on voit une moutarde en fleurs en octobre, là, il faut se dire peut-être qu'il faut envisager une destruction, quoi. Pour ne pas avoir de problème sur la culture d'après. Comment ? On ne peut pas détruire en octobre, c'est pas avant le 15 novembre. Non, ou alors au 15 novembre, mais ou alors il faut avoir un couvert relais, des espèces qui vont repousser en dessous, mais il faut avoir anticipé ça avant, quoi. Et ouais, c'est un peu un frein de la législation aussi, ou couvert relais,
Voilà, c'est encore un autre sujet, mais voilà. Les normes protecto ne sont pas faites pour améliorer le système que nous on en pratique. J'ai déjà eu beaucoup de discussions avec des Français. Le 15 octobre, ils mettent leur épandage de lisier, de fumier, puis ils mettent leur métail. Donc mettre un métail avant le 15 octobre, ça n'a pas de sens. Mais En on a dit, bah non, nous, le 15 en septembre. agriculture, on ne travaille pas avec des dates, on travaille avec le climat. Donc, Ça, c'est ce que il j'ai faudrait à dit. l'administration, il faut changer. Pour une fois, je vais quand même prendre leur défense. Ah, ça Ouais, fait la deuxième fois déjà. Non, j'ai dit non, il m'a rien promis. Mais Il a postulé. je comprends tout à fait qu'au niveau de réglementation, ils doivent le faire d'une manière générale pour tout le monde. Malheureusement, tout le monde, je pense, hein, c'est mon avis personnel, le fait pas bien ou mal. Donc eux, ils doivent faire des réglementations pour dire, pour limiter un peu les excès, les surexcès. Oui, d'accord, mais ceux qui trichent, Tu passes à la fin. Voilà, oui, mais bon, ceux qui ceux trichent, qui veulent exagérer, ils trichent quand même encore toujours, ils vont la nuit, ils vont. oui, mais d'accord, mais le problème c'est que, et nous, quand on est en semi-direct, surtout en semi-direct, on a des autres contraintes, on a des autres besoins, et les règlements ne sont pas adaptés à nos besoins et nos contraintes. D'ailleurs, les règlements n'ont jamais été faits pour faire une production optimale. Oui, oui, je sais, oui, oui, d'accord. Et le problème pour finir, c'est qu'on va avoir, si on veut et on obtient, on va commencer à avoir des réglementations avec des cases de choix multiples. Est-ce que tu as fait ça? Oui, non. Et alors, pour finir, Tu fais la frontière en France, c'est bon jusqu'au 15 novembre. Protecto, moi je connais des gens qui travaillent là, ils m'ont dit cette directive de calendrier était faite au pif-pouf. Il n'y a même pas de questions scientifiques derrière. Non. Ni pourquoi ça a été fait. Pourquoi? C'est juste, on a Tu veux que je te dise pourquoi? C'est parce qu'ils se sont dit tous les engrais verts sont semés. Normalement, personne à ce moment-là n'est pas du fumier, donc ils n'ont pas pensé au bilan. Et donc, ils ont dit du 1er octobre au 15 novembre, on la met là. Il y en a qui me l'a dit. Il y a une obligation européenne de faire un arrêt. Voilà, mais la date. Et la La France n'est pas dans le Mais qu'est-ce qu'on fait des vaches qui vont en prairie jusqu'à la fin de l'année? Elles ne vont pas en fin de compte, elles. Ouais. Elles peuvent pas en emmener. Non, oui, mais. On va pas les arrêter. Non, c'est tous leur connerie jusqu'au bout, parce que c'est la connerie, là, on est d'accord. D'accord avec toi, mais la date, c'est qu'il fallait l'interdiction que l'Europe a demandé. Mais alors, ici, chez Protector, enfin, c'était Nitrawa à ce temps-là, ils ont dit, ben, logiquement, tous les engrais verts sont semés, donc du 1er octobre au 15 novembre, on ne doit pas épandre. Mais Et cette date-là est sauf donc qu'il y a 20 ans, on n'avait pas le climat qu'on a maintenant. Maintenant, moi qui mets du lisier sur mes céréales, qui ne mets plus d'azote chimique, ici j'avais une fenêtre météo le début février extraordinaire pour aller sur mes céréales, les terres étaient nickel, je pouvais prendre mon lisier. Après, je peux pas, j'attends le 16, puis depuis le 16, il fait plus mauvais maintenant que mais moi ma fenêtre météo est passée, je mets de la chimie. Mais si on veut qu'on arrête la chimie et qu'on mette de l'organique, il faut nous laisser un petit peu plus de... oui, parce que moi j'ai plutôt peur dans l'autre sens, c'est que quand on va arriver dans le truc avec les choix multiples et les différentes cases dans lesquelles on va tomber, nous on va suivre notre chemin parce qu'on sait, ah tiens, je fais du semi-direct, je suis en engrais vert ici et là, et que le contrôleur, quand lui, que lui va venir contrôler, qu'il ne comprend déjà pas très bien, parce que déjà pas mal d'agriculteurs ne vont pas comprendre le schéma, lui il va déjà peut-être pas bien comprendre non plus l'ensemble, et il va suivre un tout autre chemin, et ah, monsieur, vous êtes en tort, tac, dedans. C'est de ça que moi j'ai peur. C'est ce que mon voisin C'est a ça. fait, 4 000 euros. 4 000 euros d'amende parce qu'il était cartonalisé le 16 au lieu du 15 ou le 7 ans. Et après, au mois de novembre, on a la grosse société, je ne me citerai pas, près de chez moi, qui cultive plein de terre. Le 15 novembre, ils avec leur grand pulvérisateur faire du roulette, ils veulent un beau couvert comme ça. Et puis ils en font encore un au mois de mars. Ça, c'est autorisé. Mais mon voisin qui était avec son tonneau lisier un jour trop tard, il s'est tapé 4 000 euros d'amende. Donc moi, je commence à ne plus très bien comprendre. On nous dit que le potentiel du Roundup, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très bon. Mais le gars qui met un tonneau lisier, lui, c'est un grand bandit. Alors là, lui, c'est un terroriste. Lui, avec En Flandre, chaque camion de lisier est équipé d'une balise GPS. Eux, ils ont été trop loin. Oui, ils ont été trop loin, d'accord. Mais en même temps, il y a des transports de produits ultra dangereux que tu reçois une goutte sur toi, tu es mort. Pas de balise GPS. Pour te dire à quel niveau que le lisier est dangereux. Terrible. Tu peux le laisser ici dans la cour, tu ne sortiras plus jamais, on est asphyxié, on est bon, voilà. Mais si je ne demande pas une révolution en Protecto, c'est juste comme le climat change, on nous répète toujours que l'agriculteur doit se changer le climat, mais les calendriers, ça fait 20 ans qu'ils ne bougent pas.
Ouais. Enfin, on peut en discuter après si vous voulez, parce que là, l'heure tourne quand même. Peut-être que ça a été fait un coup parce qu'il fallait une date. Maintenant, il faut le faire de manière scientifique. Voilà. Et ça prend du temps. De manière peut-être logique. Voilà. Ça, c'est trop logique, ça va pas. Mais le problème, c'est que parfois, c'est encore Ouais, c'est déjà... les gens qui l'attendent le moins, comme nos syndicats et tout, qui mettent pas de lui dans la discussion. On en discute juste après peut-être. Comme ça, il y a encore 2-3 diapos et comme ça après on discute de ce qu'on veut. Juste là pour montrer un peu l'impact du C sur N sur des couverts sur la fin d'azote. Ici c'est l'azote qui est minéralisé et donc tout ce qui est en rouge c'est des C sur N assez élevés, donc des couverts lignifiés. Au revoir. Donc c'est tout ce qui va être des couverts lignifiés, des moutardes en fleurs typiquement. Et en vert, c'est plutôt des légumineuses. Et ici en orange, c'est des couverts diversifiés avec des légumineuses. Et donc on voit quand même que pour des destructions, en tout cas à chaque fois qu'on a des C sur N élevés, on a dans un premier temps une consommation d'azote, donc c'est la fin d'azote. Et après, ça va relarguer après. Et donc ici, pour une destruction au 1er décembre, pour on va dire des moutardes dans la réglementation, ici pour les semis au 1er avril, on n'est tout juste pas dans la fin d'azote, mais si c'est détruit plus tard, donc par exemple ici avec l'éco-régime au 15 février, là on a une fin d'azote jusqu'au mai, quoi. Et donc c'est là aussi où les couverts diversifiés sont importants dans rien que pour la culture d'après, pour ne pas avoir d'impact négatif. Il vaut mieux avoir un C sur N un peu plus faible, des couverts diversifiés typiquement, et là, tout de suite, on va restituer l'azote, quoi. Donc, c'est là aussi où la destruction est importante, mais le choix des couverts et les couverts diversifiés le sont aussi, quoi. Et juste pour vous montrer un petit peu, certains connaissent un petit peu, mais en tout cas en bio, le plus compliqué, c'est la destruction du couvert. Il y a quand même quelques pistes qui commencent à arriver, notamment le compostage de surface on vient fraiser en surface le couvert de façon très superficielle, et donc on peut se permettre de détruire un peu plus tard, 2 à 3 semaines. Souvent c'est 1 à 2 semaines avant la culture suivante, et donc on sait avoir des parcelles un peu plus couvertes, même en bio, avec des destructions assez efficaces quand même, mais ça nécessite un travail du sol. Mais avec ces fraises-là, on vient justement de façon très superficielle. Donc l'impact sur le sol est un peu moins important, quoi. Et donc là, en compostage de surface, on vient incorporer, donc c'est des EM, donc des micro-organismes efficaces pour accélérer la dégradation des résidus. Donc ça, on n'a pas encore beaucoup de recul là-dessus, mais ça fait quelques années qu'on commence à en faire. Et donc c'est découvert avec un broyeur à l'avant, et ici à l'arrière avec une fraise et une cuve où on vient incorporer ici juste devant la fraise avec des petites buses justement ces micro-organismes pour venir décomposer le couvert, quoi. Voilà. Ouais, souvent c'est 1 à 2 semaines. 2 semaines c'est l'optimal quand même. Et bon, cette année on a quelques essais où on voulait détruire 1 semaine avant et au final on a semé 3 jours après, parce que c'est avant-poids et donc du coup les calendriers, c'est pas forcément nous qui les choisissons. Mais idéalement c'est attendre au moins 1 semaine, parce que même dans les essais qu'on a fait, on est venu détruire les couverts très tard en conventionnel, donc on avait la chimie entre guillemets, donc on n'avait pas de souci de destruction. Mais à chaque fois qu'on est venu avant 1 semaine entre la destruction et le semis, on avait des levées qui étaient moins belles, quoi. À chaque fois, on a un effet négatif du couvert si on sème moins d'1 semaine après la destruction. C'est quoi la levée qui est pas bonne ? Ouais, le taux de levée est pas... Alors je ne sais pas si c'est au niveau de la décomposition, qu'il y a des éléments qui sont relargués, mais à chaque fois, la levée est beaucoup moins bonne. C'est parfois plus de 30%. C'est un compostage, donc il y a de la chaleur aussi, Ouais. il y a un travail des micro-organismes qui est peut-être trop intense à ce moment-là. Ouais, même sans compostage, ça on le voit. Ouais. Et le couvert avec combien de tonnes, enfin, c'était ça quand vous avez...
Bah, il y a un petit peu tout. Là, ici, je crois que c'était un trèfle blanc, donc qui fait. Mais ça, comme il y a un broyeur avant, il y en a qui font ça avant pomme de terre, ou parfois c'est 5 tonnes de matière sèche. C'est quand même assez impressionnant. On ne le voit pas encore beaucoup, on n'a pas encore assez de recul, nous, ici, mais on voit quelques vidéos passer, quelques retours qui sont intéressants. Ouais. Est-ce que si le couvert est déjà en partie détruit par vous-même? Bah, oui, ça aura un effet sur les repousses en tout cas. Mais enfin, le compostage peut-être pas, mais le fraisage, oui. Mm. Et à la bourre, à la base de ça, J'ai justement une petite dia là-dessus. Si on n'est pas équipé, par exemple, il y a quand même quelques-uns qui commencent à faire des labours minutes. Mais alors le mieux, c'est quand même d'avoir des charrues déchaumeuses ou de labourer moins profond, parce que l'inconvénient, c'est qu'on vient enfouir une biomasse importante à 20-30 cm, parfois un petit peu moins. Et donc on vient un peu ensiler, je vais dire, toute cette matière-là, et il n'y a pas d'oxygène en fait, il n'y a pas assez d'oxygène à ces profondeurs-là, et donc c'est moins souhaitable en tout cas. Enfouir à 15 cm, ça peut encore aller, mais... environnement toxique. Ouais. En principe, on ne met pas tout dans le fond. Pardon? En principe, on ne met pas tout à 20 cm. Non, mais enfin, souvent en tout cas dans les couverts labourés, quand on prend une bêche, on le voit encore qui n'est pas décomposé. J'ai déjà vu un gars qui avait labouré des moutardes qui étaient bien vertes le 2 janvier, le 20 mars. En dessous, c'était eux qui les avaient mis. Ils étaient restés vertes, enfin, ils n'évoluaient pas. Ouais, c'est un peu comme un ensilage en fait. Parce que le but, c'est la culture qui suit, mais pour le moment, en tout cas, ça marche. Que, je veux dire, le fraisage, comme il y a la question des cailloux qui m'embêtent, Ouais. avec les fraises, et la charrue déchaumeuse, ça, au dessus direct, je ne sais pas ce qui est mieux pour au niveau des mauvaises herbes. Enfin, quand c'est dégelé, quand c'est dégelé. Ouais. Bon, après, voilà, quand on n'est pas équipé, en tout cas, même sans avoir de charrue déchaumeuse, il y en a quelques-uns qui font des labours minutes. Donc, ils font un peu la même stratégie que les cimes d'automne au printemps. C'est un peu plus risqué parce qu'à mon avis, il y a un peu plus de lissage quand même, mais ça permet de semer avec un couvert qui est resté tardivement et d'avoir un sol qui est... C'est de voir un petit peu la comparaison entre ça et la technique fraise. À mon avis, la fraise pour la vie du sol, en tout cas, la fraise sera en superficielle, donc c'est 3-4 cm. Hein. À mon avis, c'est même plutôt 5 cm, mais c'est pas beaucoup plus profond. Alors que là, l'impact sur la vie du sol sera plus élevé, à mon avis, là-dessus. Mais si on n'est pas équipé, c'est peut-être ça permet d'avoir des couverts qui restent plus longtemps, quoi. Et pas avoir de labour d'hiver. Les labours? Avec les fraises, ouais. Ou alors des scalpers, mais niveau cailloux, c'est peut-être un peu... Il faut passer cette année-ci, c'est Ouais. L'avantage de la fraise sur les scalpers, c'est qu'on sait venir plus tard. Ici, moi, je Ouais. pour tout ce qui est culture après 1er mai. Tout ce que Ouais. peut être enveloppé avant le 1er mai, je ne jamais au scalper. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, Je sais pas l'expliquer tantôt, il y a des parcelles, donc ici le maïs, j'ai fait en scalpant. ouais. Mais par contre, l'effet sur les grosses précipitations est quand même éragé. Ouais, parce que... Ça ne solutionne pas tout. Oui, parce qu'on... Intensément sur 5 cm. Ouais, et sûrement que cette année aussi, c'est en condition peut-être un peu limite, et donc le scalper lisse quand même pas mal aussi en dessous. Et donc sûrement que l'eau n'a pas su s'infiltrer en fait. Ouais, ou alors il faut compter sur la vie du sol, mais... Oui, ou alors tu mets Ouais. ton scalpeur dedans qui redescend. Ben- Mais tu risques de foutre de la mer toujours de plus en plus bas. Mais c'est ça, le problème c'est que si ton scalper a lissé, tu vas venir plus profond, tu vas lisser aussi. Et donc il vaut mieux lisser plus superficiellement que venir décompacter après, quoi. Ton? Oui, d'accord. Quand je descends plus profond, Ah oui, mais même, ouais. Tu vas lisser moins, mais... Ouais. Mais il y a rien à faire quand des structures à surface pour détruire le couvert. Ouais, Moi j'espère que c'est une année exceptionnelle, on pas souvent. ouais. Mais voilà, Moi, je vais signer pour ça. ça c'est pas. Voilà, Non, c'est les... Bah, des solutions, parce que le but c'est quand même de cultiver quelque chose aussi. Ouais. Et sinon, c'est essayer de venir avec des espèces qui se cassent facilement. Le style facélie, févrole, c'est peut-être un peu plus facile à détruire, mais souvent, il y a des repousses qui viennent, et donc il faut gérer les repousses aussi. Donc,
c'est pas le plus facile en bio, la destruction du couvert, quoi. Mais- Je pense qu'en fait, la diversité des parcelles Ouais. sont plus intéressantes que de catégoriser une machine. Ah non, non, c'est pas le but. Oui, Ouais. labour et labour, quoi. Si Ouais. c'est de la charrue qui prend large et qu'on roule vite, ben, on est plus dans le fond aussi que si on laisse un peu plus de labour. Quoi. Je suppose que Ouais. c'est aussi il y a les conditions de sol. Mais alors essayer de labourer un peu moins profond, quoi. Ou alors broyer et même enfouir un petit peu pour pas que ça se retrouve, toute la matière se retrouve à 20 cm, quoi. Mais bon. C'est la destruction par les moutons. Ouais. Bah, j'avais des dialogues là-dessus, mais j'ai pas forcément le temps de. Mais oui, c'est les moutons plus un scalper. Parfois, ça dépend des conditions et tout ça, mais les moutons commencent à faire une bonne destruction aussi. Ouais, parce que ils sont où le restant de l'année? Comment? Ils sont où les restants de l'année? Chez l'éleveur, Chez l'éleveur dans les prairies. qui doit toujours avoir des prairies. Ouais, il faut avoir les éleveurs dans le coin. Il faut. Encore récemment, il y en a un qui demandait après des prairies pour mettre ses moutons dessus. Je dis, je peux te proposer des champs pour manger les couverts. Ça se mange ça qui est bon? Je dis, bah oui, je lui ai envoyé quelques liens, mais non, il ne réagit plus. Voilà pour la présentation. S'il n'y a pas plus de questions ou l'autre. Mais... Il y a beaucoup d'essais en semi-direct bio. Donc essayer d'avoir de la chance. Bah, les plus grands, c'est chez Régis. Beaucoup, non. Dans mon maïs, voilà, j'aurais eu un couvert parce que c'est ici les couverts pour mettre dans le gelée et semer du maïs en direct. Si ta terre est propre, elle était propre en dessous de ta terre. Parce que c'est sympa plus sale que. Enfin non, là où j'ai scalpé, c'était pas propre. C'est plus quand j'ai semé les févroles fin mars. Moi, c'était pas ça, pas trop ça. Ouais, mais Donc là, j'ai retourné pour. il faut quand même Ouais. travailler un peu pour réchauffer, à rien faire du tout, ça va pas, je pense. Ouais, mais à ce moment-là, on fait toutes les classes. En fait, ce qu'il faudrait trouver, c'est un peu comme on avait fait un starter organique qu'on pourrait mettre dans les semoirs pour donner un petit coup de boost juste sur la ligne de semis. Ça avait bien aidé, je pense. Et... Moi, je sais que au tout début des semis couverts en betterave, chez Van der Voort, fin des années 80, il semait sans directement, et là, il avait mis des herses derrière pour relever les roues de son tracteur, et les lignes qui étaient à côté du léger travail étaient plus belles. C'est comme ça que je travaille un petit peu. Voilà, un démarrage quand même plus rapide. à l'automne, on peut se permettre ça, le sol est chaud, mais au printemps, l'idéal c'est de retravailler. Moi, pour le maïs, j'avais pensé l'année prochaine, c'est passer quelques jours avant avec le semoir, à vide. Ouais, pour réchauffer un petit peu. Ouais. Faire un genre de pied. Ouais. Mais ça fait déjà la troisième année qu'on le fait chez nous en semi-direct de maïs. En culture, en engrais vert, colza, tout ce que tu sèmes l'été et l'automne, le semi-direct, il est chaud, il y a pas de l'eau qui arrive ici et là, voilà, il se démerde. Mais en printemps, il a besoin d'avoir ce coup de pied à son cul pour être parti. Et il n'y a rien à faire avec un travail de sol. Tu parviens à éliminer un peu l'excédent d'eau, tu parviens à réchauffer un peu, tu parviens à minéraliser et à amener un peu d'azote par ta matière organique. Tu lui donnes ce coup de pied au cul pour qu'il soit parti tout de suite. Les 3 ans de maïs qu'on a mis, la première année, waouh, là on a trouvé le truc, hein. C'était maïs comme ça, tu l'as vu. L'année d'après, on refait le même essai, en 5 hectares, je peux te dire que 5 hectares, il y en a 1 hectare 40, on a mis la faucheuse dedans, hein, pour avoir quelque chose, parce que... Et alors ici, l'année passée, on l'a fait, et là, sur les conseils de Frédéric Thomas, on a changé un peu le fusil d'épaule, on a dit, on n'a peut-être pas un problème d'eau, on a peut-être plutôt un problème d'azote, et on a mis la grosse couche d'azote, et là, le maïs, il a eu quand même son eau aussi. Ouais, il a eu de l'eau aussi. Ouais. Il a eu de l'eau aussi, et les résultats, ils étaient quand même bons, je pense. Ouais, il y avait une comparaison aussi avec le striptil. Le striptil, c'était un peu plus homogène quand même. Ouais. Mais il a peut-être fallu... C'était sur une prairie, donc il a peut-être fallu faucher un peu la prairie. Peut-être que le SMI aurait peut-être été un peu meilleur. C'est des détails auxquels on doit peut-être affiner, qui peuvent encore donner beaucoup plus de résultats. Ouais. Malheureusement, d'une manière générale, en culture
pas à faire. Il faut travailler un minimum superficiellement. Donc, du coup, en bio, on va travailler un peu plus pour passer la RC3 et la creuse. Parce Oui, que mais de toute façon, ça les bio, ils l'ont toujours rencontré. Quand ils ont leur blé et en sortie d'hiver, ils passent la RC3 dedans et ils disent c'est comme si tu as mis 50 unités d'azote. Hein. C'est que le fait de minéraliser, bah, tu as d'un côté de l'azote qui se libère et de l'autre côté, tu as du CO2 qui reste là dans ton champ et les plantes, ils On est bien les en d'accord, profitent. mais la limite qu'on a alors, à ce moment-là, c'est de ne pas laisser de résidus en surface pour avoir l'efficacité de la machine. Parce que quand si vous Oui. mettez la machine, la terre avec des résidus, Hmm. on va pas aller. Non, oui, ou alors tu fais un effet râteau et tu ramènes tout au coin du champ. C'est une option aussi. Hein. Et c'est pour ça que le D'accord, chaput bien réglé, le dire pas trop basse, Ouais. peut être pas mal. Ou alors il y a la technique de la fraise. Mais la fraise qui est pas adaptée à notre région. Et, et qui n'a pas cet effet désherbage au sol. Moi, ici au printemps, j'ai utilisé la fraise, mais vu la météo, j'ai eu du piquage. Bon, Ouais. alors la moutarde, ça va parce qu'elle est à vie. Les pois, on verra bien. Il faut vraiment bien choisir son engrais avec des choses qui se décomposent bien, qui sont vite. Enfin, moi, je suis étonné maintenant. Enfin, c'est la vie du sol aussi qui explose chez moi, mais j'ai quasiment plus de résidus au printemps. Surtout l'hiver qu'on a eu, il était Tout toujours est chaud. mangé. Ouais. Mais tu les as travaillés un peu, tu les as couchés au sol. Non, C'était quoi comme engrais? non, il restait juste des tournesols. Ouais, parce qu'ils étaient restés Sinon, debout. tout le reste. Ouais. Il n'y a pas encore d'échelle. Ouais. Non, Mais ceux qui étaient tombés, on voyait qu'on commençait à être décomposés aussi. Et Ouais. alors, ce que j'ai fait, du coup, je ne savais pas mettre mon engrais pour mon betterave. Du coup, j'ai quand même vite passé, parce que sinon, ça tapait dans le sol qui était beaucoup trop. Là, j'ai juste passé un coup de rouleau pour dire de les casser au sol, quoi. Mais tout le reste, il restait plus rien. Ouais. Ou sinon, c'est de passer sur une gelée, quand on a une gelée, Alors, avec un rouleau pour que il ça. a gelé jusqu'au 14. Ouais. Ah ouais, mais moi j'étais prêt avec la date, hein, encore une fois. Encore ce petit calendrier. Ouais, mais c'est exactement ça. J'ai dit j'irai demain, et puis il a neigé, du coup c'était de la pâte. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Je pense que c'est au 1er janvier maintenant. Vous voulez, on peut. En surface, oui. En surface, on peut. Ouais, mais après le 15 janvier, je pense. 15 janvier avant, ouais. C'est plus encore été publié, mais ça va l'être. Ah ok, on pourra faire plus tôt. Ça va changer. Et tu vas voir, plus jamais on va encore avoir une belle période du 1er janvier au 15 janvier. Ça va être au 31 décembre. Ouais, mais là, je suis bien aussi. On avait roulé fin septembre, là, Octobre, ouais, octobre. Merci. Alors, Tant que tu as un couvert relais, après, ouais. ça avait roulé. Mais ça, de toute façon, ça n'a jamais été interdit. Hein? Le fait de rouler, du moment qu'il y a quelque chose qui pousse, Je pense que c'est pas toucher la important langue. aussi de donner du boulot à manger aux vers de terre le plus longtemps possible. Si à un moment donné il n'y a rien, ça va pas. Ah ouais, non. Et ça a l'avantage Quand on le laisse en l'air. qu'on le laisse en l'air et qu'on peut quitte à le donner plus tard. Ah ouais, mais là, j'ai roulé plus tard, au printemps. Surtout que s'ils sont déjà occupés là pour faire un marque. Ouais, mais j'étais étonné, il restait plus rien. Ouais, juste en guise de petite conclusion, bon, ça c'est Nicolas Courtois justement qui a fait les 11 commandements pour réussir ses couverts, mais si on essaye de respecter à peu près ça, on est quasiment assuré, on va dire, de réussir ses couverts. Bah, c'est gérer les menus pailles comme on l'a dit, soit on les exporte, soit on les répartit bien, une bonne gestion des pailles, sauf si elles sont exportées. Bah, bien choisir ses espèces, suivant le semoir qu'on a, les conditions, etc. Mélanger autant que possible. On dit minimum 4 espèces. C'est ce qu'on voit en dessous. C'est vraiment en dessous de 4 espèces qu'on voit les meilleurs résultats. Semer le plus tôt possible, idéalement derrière la moisson, mais ce n'est pas toujours possible partout. Semer plus profond, sauf, surtout si c'est sec, si c'est humide, ce n'est pas forcément vrai. Rouler. 5 cm à chaque fois. Lui dit 5 cm, mais alors nous quand c'est humide, en 5 cm, on a eu des moins bonnes levées, en conditions humides. Ça, c'est, Ouais. allez, il faut l'adapter en fonction de l'année, quoi. Ouais. C'est sûr que quand la météo dit pendant 2 semaines encore du sec, ah oui, il faut le taper à 5 cm. Et là, il le disait pour le 1er juillet jusqu'au Oui. enfin, juillet, même après, c'est que ça a des choses
Ouais, en juillet, la question ne se pose pas, mais en août, l'année passée dans les essais, souvent c'était aux alentours du 15 août, ben, tout ce qui a été semé à 5 cm, il y a la moitié moins de levée. Il le disait bien, c'était début juillet. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Avec les années qu'on a, on peut encore avoir 100 mm début juillet, Ouais. 2021. Ouais. Mais bon, s'ils annoncent à la pluie le lendemain ou le surlendemain, oui, là, ils vont peut-être mieux rester à 2 cm, quoi, 2-3 cm. C'est ça. Ouais. Mais si effectivement on annonce du sec, mais c'est peut-être la seule erreur que j'avais fait l'autre année, là, après le colza, c'est que je l'avais mis peut-être un peu trop Ouais. en surface. Ouais, ouais. Quand c'est sec, c'est sûr que 5 cm, c'est toujours plus beau. Voilà. Mm. Ouais, mais il y a la profondeur, mais c'est comme je disais tantôt, il faut semer au fond du sillon sur du dur, pas dans le mou, sinon si tu as Oui. semé à Ouais, 5, parce que ça va pas. l'humidité est là. Oui, Ouais. en semi direct, mais autrement, si tu déchaumes et que tu sèmes sur n'importe lequel, Ouais. pas sûr qu'aux états semences. Il faut déchaumer à 3 cm, quoi. Mais bon, c'est pas facile. Ou rouler derrière avec un rouleau assez lourd. Comment Ouais. Rouler derrière avec un rouleau assez lourd. Non, ta graine, tu ne l'enfonces plus. Ah, pas l'enfoncer, Ouais. mais pour faire la réalité. Oui, garder le. Ouais, mais le fait que c'est dans le mousse, ce ne sera pas la même chose que si c'était vraiment dans. Ouais, Ouais, l'humidité est restée là, elle n'est pas partie. Et... en Ouais. haut, et puis c'est le mou, et puis tu retournes sur le dur naturel. Ça, au maïs, on l'a déjà remarqué aussi. Hein. Le semoir à maïs, tu travailles ta terre et tu mets la pression sur les socs up, et qu'à un moment donné, on avait certains champs où on dirait que c'était des patates qui étaient prêtes dedans, tellement si tu débutes. Mais là, la graine, les années sèches, elles étaient vraiment sur ce dur-là. Hop, la racine s'est faite et était partie. Et en plus, tu as l'avantage pour les corneilles, tout ce qui est corneilles, Ouais, puis après, on l'a dit, être un de mauvaises herbes, parfois anti-limaces au besoin. Pareil, c'est l'observation. Fertiliser si on peut, et puis la destruction à floraison pour éviter les fonds d'azote, quoi. Non. C'est pas tous les ans, mais il y a quand même quelques années où. Tous les ans, moi, pour mon colza, tous les ans, je peux y aller. Et je pour les couverts, en tout cas. Ouais. Oui, pour le colza. Mm. J'ai déjà 3 ans de suite que je me fais un peu avoir avec ces limaces. On va bien faire. Ouais, pour les semis de printemps aussi, là, on le voit aussi. Ouais. Voilà, je pense que tu avais. Ouais. Non, c'était. Ah si, je sais, mais. Déjà, merci encore une fois pour votre présence. Pour clôturer la journée, on voulait vous poser 2 questions. Vous répondez aux 2 ou à celle que vous préférez à chaud. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? On a eu 2 ateliers, une formation sur les couverts et un atelier ce matin de partage, de co-construction sur vraiment une